En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est surtout qu'on peut pas le faire sans. La coque et les putes, mon pote. Oh putain, tu fais super bien le chef. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. We refuse to settle for something secondary, or something somebody claims is almost as good as CinemaScope. Et oui, bonjour à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Salut. Oui, parce qu'on enregistre ce podcast à 18h41. Bah oui, J'ai bien oui. précisé les heures d'enregistrement à chaque fois, ça n'a aucun sens. Vous êtes bien dans CinemaScope, votre podcast qui parle de l'actualité du cinéma et des séries dans la joie et la bonne humeur. Bah évidemment, on Yeah. n'est pas là pour tirer la tronche. Comme d'habitude, je suis bien accompagné car autour de la table, j'ai à ma gauche Hugo. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir habitué. Hugo, on peut applaudir Hugo. Merci, bonsoir. Merci public. Merci beaucoup, merci Quelle beaucoup. prestance. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Comment ça va Hugo? La forme, je suis en pleine forme, pas du tout fatigué. Tu as des énormes valoches. Je pense je pourrais mettre l'intégralité de mes vêtements dans les valises que j'ai sous les yeux. c'est sûr et certain. C'est certain. À ta gauche, à toi aussi, Oui. il est de retour. Il était magnifique déjà dans la précédente émission. J'espère qu'il le sera tu tout me autant. mets Et j'en mal à suis l'aise. sûr. C'est Brahim. Bravo Bonjour. Brahim. Ah, je trouve que ça s'emporte là. Oh la vache. Il va y avoir du mixage, je pense. Ça va, Brahim? Oui, ça va. Ça va, Merci. t'es en forme. Tu es arrivé last minute. Ah, je suis arrivé un peu au dernier moment. Alors Alors que- que j'étais le premier. Bah oui, parce qu'on arrive on est arrivé en dernier. Ce qui est drôle, c'est qu'il m'envoie un message, il me fait du coup, je suis toujours prévu dans l'émission. Je fais bah ouais, faut que tu viennes. Il fait Ça témoigne de son niveau de préparation quand même à l'émission, je pense. ah oui, je pense que oui. Il a lu bien toutes les questions que j'ai préparées. En face de lui, il était là dans la première émission, c'est Robin. Salut Robin, ça va? La vache. Merci. Comment tu vas, Robin? Mais très bien. Et toi, Benjamin? Écoute, ça va bien. J'adore retourner les questions. Ah oui, je sais, c'est l'homme qui retourne toujours les questions. Écoute, ça va très bien. Écoute, moi je me porte bien. Bon. Maximin. Oui. Oui, c'est Maximin. Ça va, Maximin? Je suis complètement fatigué. Tu as les mêmes valises sous les yeux que Hugo. Et on les partage, on a été aux Maldives ensemble, c'est pour ça. Et je m'excuse pour toutes les choses bizarres que je vais dire parce que je suis fatigué dans ce podcast. Voilà. Oh, comment il se dédouane déjà. Bah oui, je suis pense qu'on va- Dédouane Arjan. Non, On c'est va pas ça. passer un très bon enregistrement. Faut prendre les points, Brian. Donc pour rappeler le principe de Cinémascope, je vais poser des questions à mes invités qui sont autour de la table. Ils vont devoir m'apporter leurs arguments et celui qui me convainc le plus, je lui donnerai un point. Il y aura un gagnant en fin d'émission. Les précédents, il y avait 2 gagnants dans la précédente émission. C'était, je crois, ex aequo, Hugo. Oui. C'était toi qui étais gagnant avec Amandine qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qu'on embrasse très fort. Donc Hugo, en tant que gagnant, bah tu n'as rien gagné. Donc du coup, on va tout de suite J'ai passer. quand même gagné le respect de Il est tenant de du mes titre. co-invités, non? Il est tenant du titre. Voilà. Les Voilà, deux- mais non, mais on a chacun une victoire, Hugo, j'apprécie. Est-ce qu'il y a une ceinture ou un objet pour symboliser à la cette fin de victoire à la fin de l'année, est-ce qu'on a une ceinture ou un Non, truc non, grosse ceinture. tu Promis, gagnes il y aura- juste la gloire. on c'est gagne tout. juste C'est- la gloire. J'en veux pas de la gloire, on peut pas frimer avec. Donc on va passer tout de suite au premier extrait. Vous aurez peut-être reconnu autour de la table le générique de... Il va te sortir une connerie maximum. Attends, mais je crois que moi je sais alors que je vomis ce truc-là, c'est Avenger. C'est bien ça, Oh là là, le générique incroyable. d'Avengers. Avant de quoi? Avengers. Tu sais, Donc, le selon- truc pour les ados de 14 ans. Donc, oh Hugo, attends. Ça dénonce, ça dénonce Oh, d'entrée. garde-en pour tout à l'heure. c'est vrai. Garde-en pour tout à l'heure. Il aura pas besoin de dire tout ça, je pense. Le mec est pas en Donc, forme. selon le magazine Variety, le président de Marvel Studios est devenu le Chief Creative Officer de son univers. Il s'agit de Kevin Feige. Ce qui signifie qu'il a sous sa supervision non plus seulement les films, mais aussi toutes les séries, toute Wow. l'animation et les livres publiés autour de Marvel.
Donc autant dire que le producteur va avoir encore beaucoup de travail parce qu'il a été aussi annoncé comme financeur en tant que producteur d'un prochain long métrage Star Wars. Donc il est littéralement partout. Donc ma question, comme il vient de tout prendre chez Marvel, allez, simple, Kevin Feige pourrait-il être le nouveau Stan Lee? Hugo, tu veux Je commencer? pense qu'il faut commencer par Hugo. Moi, c'est Camoulox, quoi. On va me dire, est-ce que Franklin s'est lacé ses chaussures je m'en fous. Tu t'en fous. Ah non, mais Tu connais le principe de l'émission, ça? Non, mais le mec a gagné en fait. Bah oui, mais et la dernière, et là, il s'en bat les couilles en fait. Alors, c'est vrai que je me repose un peu sur mes lauriers. Il va pas défendre son titre, ou alors il croit que c'était déjà acquis, tu vois. Non, mais Incroyable, quoi. pour expliquer aux auditeurs, je ne comprends pas. J'en ai vu au moins 10, je pense, des Marvel ou des films comme ça, mais je me suis jamais vraiment intéressé en profondeur à l'univers. Ça m'a jamais intéressé. Et j'ai jamais eu cette sensibilité. J'ai jamais accroché au film. Et du coup, je connais même pas les gens qui sont derrière. Enfin, je connais encore moins les gens qui sont derrière. Donc, comme tu me dis, Stan Lee, je pourrais te dire, ouais, bah, c'est un mec qui passe dans la rue, quoi. Je sais même pas qui c'est, tu vois. Stan Lee quand même, Hugo. Je me demande si c'est le mec qui décide, non, je sais pas. Je me demande si je peux couper. Les dessins animés, non, c'est comme Ouais, Franklin. voilà. Ouais, c'est ça, je peux couper le micro d'Hugo, là, en fait. Attends, c'est bon, j'ai trouvé comment couper ton Voilà. micro. Mais excusez-moi, dans les commentaires, je sais que vous allez me détester, mais voilà. Pour moi, les Marvel, tout ça, c'est comme Bob le bricoleur. Donc t'as rien à dire sur. Bah, c'est ça, mais en fait, pour moi, il y a des choses qui doivent rester sur des formats et qui doivent pas évoluer sur d'autres formats, tu vois. Je ne vois pas l'intérêt d'adapter ça en prise de vue réelle. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. De quoi? Les films de super-héros. Ah bon? Pour toi, les BD... Pour moi, c'est comme si t'adaptais Bob le bricoleur en prise de vue réelle. C'est la même chose. Ah ouais. Je n'arrive pas à adhérer à l'univers parce qu'il n'est pas fait. Il n'est pas fait pour la prise de vue réelle pour moi. En fait, t'es en train de te suicider. En fait, là, tu veux que tout le monde te. Ah bah moi, oui, te tire dessus, en fait, là. Tu vois, je fais ça. Je joue un peu le rôle de Thanos. Oh, vous avez vu, j'ai un peu le lore quand même. Vous allez pouvoir tous vous allier contre moi. Bon. J'adore quand il est comme ça parce que c'est mon Hugo préféré. en train de boire. C'est ça, il fait ça, Thanos. Là, c'est le grand méchant un peu. Tu sais, il est bleu ou rouge. Mec, c'est la pire description de Thanos. Moi j'adore parce que. Ah, je crois que j'étais le méchant le plus fort du monde, non, parce qu'il est trop fort, je crois. On a le pire démarrage d'émission depuis. Bon, je m'excuse, je vous laisse parler de la vraie question. Parce que Attends, Robin veut dire quelque chose. Non, en fait, j'avais dit à Benjamin avant l'émission que je prendrais pas le lead sur cette question d'entrée parce que j'attendrais de voir un peu les réactions pour essayer de positionner parce que j'ai pas vraiment de positionnement. Mais là, ce démarrage est tellement épique. On s'est dit la même chose. T'en as déjà une très bonne. Hein. C'est fou. Alors bon, je vais essayer de répondre à la question. Alors oui. Attends, on peut reformuler la question? Ah oui, ça m'a. Oui. Kevin Feige pourrait-il être le nouveau Stan Lee en fait? Enfin, ma question elle est simple. Hein. Alors, moi je pense que non, parce que Kevin Feige n'est pas un créateur autant que Stan Lee. Enfin, Stan Lee, moi de ce que j'en connais, c'est quand même un gars qui a passé la moitié de sa vie à inventer des super-héros, et même quand il pouvait pas en inventer à un rythme assez élevé pour leur donner des backstories, en fait, des origin stories à leurs super pouvoirs. Il a même inventé une case de super-héros, les X-Men, qui n'avaient pas besoin d'explications à l'origine de leurs pouvoirs parce qu'ils étaient tous des mutants. Donc le mec, en fait, a littéralement inventé une farandole de super-héros. Kevin Feige, je le connais pas très bien. Qu'a-t-il créé ce personnage? Alors, en fait, lui, est un producteur. En fait, il est maintenant à la tête de Marvel. De tout Marvel, c'est-à-dire Marvel Studios, les éditions Marvel, papier du coup. C'est ça. Et donc il contrôle, il a un pouvoir de contrôle artistique qui est énorme. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il n'a pas lui-même, à mon sens, il peut pas être comparé à Stan Lee dans la mesure où il n'a pas créé lui-même de super-héros. Donc pour moi, la comparaison est pas. Enfin, pour l'instant, ça se trouve, le mec va se révéler dans quelques années, il va créer un super-héros Marvel ex nihilo, mais bon, voilà. C'est un gars en fait qui a toujours été dans la production de films Marvel. Il faut savoir que son premier travail, c'était de travailler sur le premier film X-Men, donc en 2000. Donc c'est vraiment de Bryan Singer. Oui, de Bryan Singer. Je pense que en fait cette émission va être géniale parce que déjà pendant toute l'explication de Robin, il faut savoir que Hugo poussait des Non. J'ai écouté avec attention les propos du monsieur. Je veux dire, c'est que Robin déterre le nom de Bryan Singer qui est quand même les yeux de Maximin viennent de tomber, le héros de Maximin. Brahim, est-ce que tu as quelque chose à dire du coup là-dessus?
Bah, je sais pas, il avait fait quoi à l'époque d'X-Men Il travaillait à la production. En fait, c'est littéralement un producteur. Kevin Feige n'est autre qu'un producteur en fait. Ok, donc en fait, on peut pas comparer. J'estime, on peut pas comparer un producteur avec un créateur. Enfin, ça a rien à voir en fait. Ce que je peux préciser quand même, c'est que en plus là, ce n'est pas qu'un producteur sur Marvel, du coup, enfin sur Marvel en général. Il aura vraiment un rôle de superviseur dans le sens où ce sera lui qui dira est-ce que ton idée c'est non, ton idée c'est oui, enfin tu vois, voilà. Est-ce qu'elle est cohérente avec l'univers Marvel qu'on a poussé depuis, voilà. Oui. Mais c'est pour ça que j'emmène cette donnée en plus. Ouais. À la limite, il va travailler sur une adaptation qui soit cohérente avec toute l'antériorité du Marvel Cinematic Universe, mais ça va pas plus loin quoi. Enfin, je vois pas le. Enfin, ça n'a rien à voir avec Stan Lee. Enfin, là, pour moi, c'est vraiment... ce personnage, en fait, est plus un businessman pour moi que quelqu'un travaillant dans la création. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat. Alors, il n'y a pas de débat, c'est con. En gros, oui, il n'y a pas de débat parce qu'en fait, on est à peu près tous d'accord sur le fait que Kevin Feige, c'est plus un gars qui va manager, qui va gérer, qui va s'occuper de produire et de faire en sorte que tout soit cohérent, alors que Stan Lee, en fait, il n'avait pas besoin de gérer quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est lui qui le crée, du coup. Donc, il n'avait pas besoin de gérer et de mettre des trucs sur son giron. C'est lui qui a fait tout son empire de base avec super-héros. En soi, c'est comme essayer de comparer un dirigeant d'un club de foot et un entraîneur, tu vois. Donc, c'est pas forcément... Alors, du coup, j'ai une autre question. Si on peut partir sur un vrai débat, est-ce que c'est une bonne idée de laisser une personne qui vient en plus que du cinéma, parce que Marvel à la base c'est quand même des comics, est-ce que c'est une bonne idée de laisser à cette personne, donc Kevin Feige, les pleins pouvoirs quoi presque, tu vois, Maxima? Alors là, suite à cette question-là, j'ai un avis un peu plus clair et tranché. Je pense que c'est une très mauvaise idée de mettre un seul et unique mec à la tête de tout. Je trouve qu'au final, ça va appauvrir, je pense, encore plus les films que peut penser Hugo. On peut les appauvrir. Je pense qu'en vrai ça pourrait vraiment les appauvrir dans le sens où en fait les comics étaient un format où tu pouvais te permettre des choses phénoménales, c'est-à-dire que tu vas faire un issue et ça va durer peut-être que voilà 4 mois et tout, etc. Tu crées des nouvelles histoires, alors que là en fait d'accord. Je t'ai coupé, oui, pardon, c'est moi. Je voulais essayer un truc. On fait quoi alors? C'est moi, je t'entends. Non, mais je t'entends. Vas-y, fais voir, reparle d'un coup. Bah oui, je parle. Il a tenté de te couper la parole. Non, pardon, je voulais pas te couper la parole, pardon. Du coup, je fais quoi alors? C'est du fascisme. Pardon, vas-y. Je sais pas où j'étais. Donc ça censure. En gros, tu dis que ça risque d'être encore plus grand public et commercial, ou enfin moins travaillé s'il y a qu'une seule personne derrière tout ça? Pas moins travaillé, mais en fait, c'est qu'ils vont même plus essayer des nouveaux trucs en fait. Parce qu'en gros, les comics c'était un réservoir au moins de nouvelles histoires, de nouvelles choses, tu vois, à créer un peu plus folles que pour les films. Jamais tu aurais eu un film Les Gardiens de la Galaxie si t'avais pas eu des comics avant. Une question de gros néophyte. Est-ce qu'il y a déjà eu des créations uniquement pour le cinéma, ou ça a toujours été que des adaptations du comics vers le cinéma? De Marvel, il n'y a aucun truc qui a été créé exprès pour le cinéma. Donc en fait, ils vont continuer dans la même voie. En fait, ils vont continuer à prendre des bouquins, à dire bon, ça va marcher. Oui, mais sauf qu'en fait, maintenant, tout doit être cohérent par rapport à genre ce qu'ils vont faire dans les bouquins doit être cohérent par rapport au cinéma. En gros, moi, ce que j'aimais bien, c'est que les comics, tu pouvais tester des trucs. Et en gros, genre, si c'est pas relié au film, c'est pas grave en fait, parce que c'était deux univers complètement différents. C'est-à-dire que maintenant, si tu crées un nouveau personnage qui s'appelle, je sais pas, Poppy le Destructeur, en gros, Poppy le Destructeur, il sera aussi autant cohérent que dans l'univers. Il joue avec moi. Non, dans l'univers des films en fait. C'est ça qui, et même dans l'univers des jeux. Et du coup, ça fait trop de trucs trop reliés. Et au final, je pense que ça va mettre encore moins de risques. Il y a en fait, Donc, Romain. Là, en l'occurrence, le producteur va être un créateur uniquement dans le sens où il va permettre à des projets d'exister dans le réel, en fait. Il va permettre de les transformer et de les concrétiser. Il va pas forcément leur donner naissance à l'idée de base. Là où je suis d'accord avec Maximin, ce qui est dangereux, c'est que ça coûte tellement cher de faire un film que avant de partir sur une idée pour pouvoir adapter, parce que moi je pense qu'on peut adapter un comics en film, mais par contre ça va être non mais et je pense que ça peut être bien. Par contre, il faut qu'il y ait ça va coûter énormément d'argent, et donc il faut que l'idée de base ait fait ses preuves. Et là où je suis d'accord avec Maximin, c'est que pour savoir si une idée fait ses preuves, tu peux pas balancer des ballons d'essai n'importe comment en film ou en série. T'es obligé de tester sur une version
pas plus cheap, mais objectivement, ça coûte moins cher de faire un comics. Et c'est que quand tu vois si une idée, elle résonne dans le public et qu'elle est porteuse, qu'après, tu peux la prendre, l'adapter en étant sûr que la prise de risque que tu vas prendre au cinéma, elle va être payante. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si ce mec contrôle les comics, il va partir que de ce qui a marché au cinéma. Et il va les faire arriver d'abord dans les comics et il n'y aura plus de prise de risque parce que sinon le mec va risquer des millions. Il va raisonner comme un producteur, comme un businessman, c'est tout. Oui, bien sûr, mais il y a aussi le fait que il n'y aura plus de prise de risque. Il n'y aura plus de prise de risque parce que l'idée c'est que si tu prends trop de prise de risque, après il faut être réaliste. C'est des millions de dollars qui sont en jeu et ça peut couler des sociétés de production entières. Donc il faut équilibrer le risque et les comics c'était bien pour ça. Donc Maximin qui lève la main. Ouais, surtout qu'il faut pas se leurrer, on va pas être naïf. C'est que ça fait bien longtemps que les ventes de comics sont pas énormes. C'est pas ça qui rapporte le plus d'argent, je pense, à Marvel. C'est pas ça qui fait vendre plus de trucs. Ça va être dans l'autre sens en fait. C'est qu'ils vont faire des films et après en fait c'est des produits dérivés maintenant. En fait, les comics ne sont plus des trucs sur lesquels on peut se baser pour pouvoir adapter. Ça va être des produits dérivés, ça va être des jouets, ça va être genre vous avez bien aimé Gamora dans Guardians of the Galaxy et maintenant regardez ce comics qui raconte ses histoires pendant qu'a fait ça, tu vois. C'est ce qu'il y a déjà. C'est Star Wars en fait. C'est exactement la même chose que pour Star Wars. En gros, tu fais des films et en attendant pour combler ce truc-là et où on n'a pas pu expliquer ça, en fait, on va faire des comics. Et là, je trouve ça horrible pour en fait, la Marvel, BD le comics va devenir le produit dérivé du film. Exactement. En fait. Ça s'inverse totalement. C'est une très bonne réflexion et ça, c'est ce qu'ils ont. En fait, c'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars là dès dès qu'ils ont lancé l'épisode 7 de Star Wars, donc en 2015. Tout de suite sont sortis des comics qui étaient un peu les spin-offs de l'univers de Star Wars, en fait, de cet univers, pour comprendre un peu ce qui s'était passé avant, après, machin, pour dire, on remet tout à zéro, voilà, nos films, c'est canon, les comics qu'on sort à partir de maintenant, c'est dans le canon, voilà, tout ça. Attends, juste avant Robin, il y a Hugo qui levait la main. Ouais, moi, je voulais juste, du coup, vous êtes en train de dire qu'il y aura moins de prise de risque. Je voulais juste saluer quand même parce que il paraît qu'il y avait j'ai peut-être raconté une énorme bêtise, mais il y avait un Spider-Man qui est sorti en dessin animé il y a 1 an, un truc comme ça. C'est ça, en décembre dernier. Et qui a apparemment été monstrueux. Et est-ce que vous pensez qu'on aura la chance de revoir des trucs comme ça en dessin animé, machin et tout, ou alors ils vont que faire de la prise de risque? Ça existait en fait avant, en fait, le Spider-Verse avec des Spider-Cochons, avec un Spider-Man noir. En fait, ça n'existait que par le comics. Et moi, je ne vois absolument pas. Genre un Kevin Feige se dire maintenant on va partir sur un film où on va lancer un cochon Spider-Man, tu vois. Et sauf que sur papier tu pitches ça en film, bien sûr que c'est complètement débile. Mais en comics ça marche et en fait c'est marrant, donc en fait tu te dis c'est assez solide pour pouvoir après l'adapter. Et en plus c'est en dessin animé donc c'est cool. Bah oui, il l'adapte en dessin animé de toute façon. En sachant je sais pas s'il y aura un film comme Spider-Verse l'année dernière, c'était parce que c'était Spider-Man et qu'on pouvait se le permettre par rapport à toutes les adaptations qu'il y avait eu. Je pense qu'il y a moins de liberté ou en tout cas de matière avec les personnages qui existent déjà, on va dire, dans le MCU. C'est-à-dire que ce soit Iron Man ou Thor, je pense pas qu'on puisse faire un film un peu à part comme ça. Et je pense pas qu'ils feront des films à part. Ils feront pas comme ce que essaye de faire DC finalement en ce moment, c'est-à-dire de faire un film comme Joker qui est sorti au cinéma, dont on parlera pas dans ce podcast, désolé, on en a déjà parlé dans le précédent. Brahim était chaud bouillant avant pour essayer d'en parler. Mais vous l'avez pas tous vu en plus, c'est pas marrant. Tu voulais le défendre. Chut, faut pas dire ça, on est des cinéphiles, on voit l'intégralité des films. On a aussi une vie. on a aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être pas autant de matière. Robin? Oui, non, je voulais juste rebondir juste avant sur la comparaison avec la franchise Star Wars. Pour moi, il y a une énorme différence, c'est que la franchise Star Wars a son origine au cinéma. Et dès ses origines à la fin des années 70, c'est déjà, désolé, mais c'est déjà un produit qui va donner des jouets, qui va donner des comics, enfin des bouquins qui ne seront pas officiels. La seule chose qu'ils ont fait, c'est reprendre le contrôle sur le canon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Après, là, dans l'occurrence, dans le cas de Marvel, c'est vraiment le fait qu'ils contrôlent les comics à l'origine qui est problématique. Ouais, mais pire idée en fait de copier ce qui est arrivé en fait avec Star Wars en fait. En fait c'est pas du tout la même genèse en fait du truc. Tu peux pas prendre. Tu peux pas modifier l'inverse en fait. Les comics c'est le truc à adapter. Tu peux pas en fait en faire devenir un produit dérivé, mais c'est juste parce qu'en fait les comics ne se vendent plus en fait. Ouais. Tout. C'est pour ça qu'ils essayent des nouveaux trucs, de mettre genre un Thor en femme et trucs comme ça en fait. Ils essaient de changer aussi sur les films au bout d'un moment. C'est pas en train de, il y a tellement de personnages.
En fait, Ouais, mais... clairement, on va arrêter le débat ici parce qu'on en parle quand même depuis quasiment 20 minutes. Mais donc, ce que je retiens, pour rebondir sur ce que tu dis, Hugo, les Avengers ont dépassé le milliard de dollars de recettes. À partir de là, ils vont continuer en fait. Hein, et pourquoi ils s'arrêteraient? Tu vois, parce qu'il y a aussi ce truc-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on vient de dire à Kevin Feige, bah t'as bien mené ta barque depuis le premier Iron Man. Mec, voilà, on te donne les pleins pouvoirs parce qu'on va te faire confiance, que t'as l'air d'être un bon businessman, comme disait Brahim à juste titre. Et on va te faire confiance parce que c'est vrai que ça ne résume que par ça. Après, moi, en tant que cinéphile, là c'est un avis entièrement personnel, je suis pas contre ces films, j'aime bien aller les voir, je trouve ça plutôt chouette, je trouve ça plutôt fun. Moi, après, ça m'empêche pas de pas aller voir d'autres films. C'est vrai que c'est dommage si des gens se réfèrent qu'à ces films-là plutôt. C'est aussi ça peut-être le souci aussi que tu pointes, Hugo. Non, je prends pas de souci là. Je voulais juste pointer dans je sentais, mais apparemment j'ai totalement faux, qu'il y avait un peu un épuisement de la mode des super-héros. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Ouais, pas du tout. En tout cas, on a fini ce débat du coup qui a changé de question. Malheureusement. Qui a changé de question, mais qui était une question, je pense, peut-être plus intéressante de dire est-ce que c'était pertinent que Kevin Feige ait les pleins pouvoirs. Donc tout le monde est d'accord pour dire que non. Par contre, je trouve que Robin a été le meilleur à apporter. Il a abondé en arguments. Maximin le talonnait pour une seule chose, un seul argument qui était très bien, c'est que du coup tout allait devenir produit dérivé. C'était pas mal cette idée. Bah ouais, je méritais le point. Non. Donc c'est Romain qui a eu le point. Mon intro fracassante n'a pas marqué les esprits. Tu aurais aimé qu'on... Parce que je pense que dans les commentaires ça les a marqués. Hein. Oui, André, je pense qu'on verra ça dans les commentaires, ça va être très beau à voir. On passe au prochain extrait ? Oui, un extrait de OSS 117, le Caire Nid d'Espion, le premier OSS 117. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a eu un deuxième, je crois que c'était 3 ans plus tard. Rio ne répond plus, enfin je me souviens plus, mais en tout cas, les deux réalisés par Michel Hazanavicius. Et si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que il va y avoir un troisième OSS 117 qui va s'appeler OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire. Et Pierre Ninet a annoncé qu'il rejoignait le cast d'OSS 117-3, qui sera réalisé par Nicolas Bedos. Donc cette troisième aventure associera Hubert Bonisseur de la Patte, toujours incarné par Jean Dujardin, à un agent de la jeune génération qui sera donc a priori incarné par Ninet. Ma question, parce que j'avais envie de vous la poser. Moi, quand j'ai appris que c'était Nicolas Bedos qui allait réaliser le troisième film, je trouvais ça plutôt sympa, mais j'ai vu que sur Internet, il y a eu un peu une tollée. Comme d'habitude, pour chaque truc qui est annoncé, de toute façon, les gens sont jamais contents. Donc, du coup, je me suis posé la question, qui aurait pu réaliser ce troisième opus d'OSS 117, hormis Nicolas Budos T'as du mal à parler Budos. Je suis fatigué aussi aujourd'hui, pardon. Donc, qui aurait pu réaliser ce troisième opus hormis Nicolas Bedos et Michel Hazanavicius? Parce que de toute façon, Hazanavicius a dit dès le début, apparemment en lisant le scénario, qu'il voulait pas réaliser ce troisième film. Donc, qui aurait pu réaliser OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire? Et je vais poser la question à Brahim en premier. J'en sais rien du tout. On fait un tour de table, non? Peut-être pour savoir qui a dit qui, et après Est-ce que tu team up ou on team up pas, tu vois? Tu veux faire un premier tour de Parce table? que je pense qu'il y a un mec qui va revenir très souvent. Ah, tu penses, toi? Hugo, t'as l'air d'avoir une idée. Hugo, du coup. Bah, pour moi, il y a. C'était soit enfin, pour moi, il y a que Alain Chabat. Ah, Alain Chabat. En comédie, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Maxime, ce qu'on en avait parlé. Pour moi, je vois pas qui d'autre. Si t'enlèves Hazanavicius, il y a soit Astier, mais il a rien prouvé au cinéma encore. Non. Soit Chabat qui a déjà fait un peu de comédie comme ça absurde, quoi. Mais un peu. Il a fait. Non, mais oui, il a fait un petit film qui a fait 14 millions d'entrées. Mission Cléopâtre. On a beau se creuser la tête, moi je vois pas. Astier a rien prouvé, je suis pas d'accord. Au cinéma. Non, au ciné, c'est pas. Il y a David et Madame Hansen, mais c'est pas encore. Il a quand même fait le dernier Astérix, la potion magique et les deux Astérix d'animation. Ouais, mais c'est pas son style, c'est pas le même style d'humour qu'OSS, tu vois. Donc attends. Mais oui, après je l'ai dit Astier. Donc déjà Hugo, toi, Alain Chabat, Brahim, du coup t'as eu l'air d'avoir une idée. Bah, c'est tellement un humour à la Hazanavicius
que, enfin, je vois pas qui d'autre en fait peut C'est reprendre un humour le truc. des nuls en fait. C'est ça. C'est l'humour des nuls. Oui, bah du coup Chabat, ouais. Donc C'est Chabat, absurde, bah oui. Robin. Bah écoute, moi j'hésitais entre Chabat et Astier. Je vais prendre Astier. Il va y je vais avoir prendre un Astier. team-up du coup. Je vais prendre Astier et je vais très mal me défendre, mais c'est pas grave. Hein. Je vais laisser le point à Maxima parce qu'il en a besoin. Oh là là. Oh la vache, je vais te L'attaque déboîter. sous la ceinture. Je vais te défoncer. Non, on se mais- calme s'il vous plaît. Bon, Astier, le truc, Astier est très très bon pour mettre un humour moderne dans des contextes qui sont complètement archaïques. Et là, en l'occurrence, l'humour de OSS 117, c'est légèrement différent. Je suis d'accord avec Brahim. C'est légèrement différent. On est sur une époque qui est ringarde, voilà, un peu obsolète, avec un agent qui est obsolète, qui est confronté à des choses qui sont contemporaines. C'est-à-dire, par exemple, dans Rio ne répond plus, il est confronté au mouvement hippie, enfin au beatnik. Ça se passe dans les années 50, 60, je sais plus. Ouais. Bref. Et donc, il y a ce décalage que crée très bien Hazanavicius parce qu'il a cette espèce de tendresse pour ces films des années 50, 60, pour ces héros un peu mal alpha, mais qui détourne très bien déjà dans le grand détournement. Dans le grand détournement. Ouais. Donc en fait voilà, et Astier est moins sur ce type d'humour là. Par contre, je trouve qu'il a une capacité, et je l'ai vu avec Astérix, il a une capacité à s'adapter à des humours qui sont pas exactement le sien dès le départ. Il a une capacité comme ça à un peu épouser dans le dernier Astérix que j'ai vu, La Potion Magique, cette capacité d'être fidèle à l'humour de Goscinny, alors que c'est pas vraiment son type d'humour absolu de base. Donc voilà, j'aurais tenté Astier. Moi, Voilà. Astier est très bon sur les dialogues. Sur la réalisation, je suis moins convaincu. Moins convaincu ça va. Et du coup, toi, Maxima, tu es aussi sur Alain Chabat finalement. Premier nom, j'essaie de trouver quelqu'un d'autre d'un peu plus d'une autre génération, tu vois. J'avais pensé à Samuel Baudin qui avait justement réalisé La Lazy Company, tu vois, donc un truc un peu pareil qui décale des temporalités et qui tente des choses en réel. Mais pour le coup, je pense qu'Alain Chabat est le mieux placé. Déjà rien que pour l'humour en fait de ce film, pour l'univers. Chabat, il a réussi aussi à montrer qu'il pouvait réaliser des comédies mais d'aventure en fait, d'être dans des lieux dans des lieux un peu exotiques, tu vois, donc tout ce qui était j'ai oublié son nom déjà, Astérix Mission Cléopâtre, il a fait le Marsupilami, et je le trouve assez, tu vois, assez moderne, assez, même si ça fait longtemps qu'il est Alain Chabat, je le trouve assez moderne et assez ouvert vers la jeune génération. Et je suis un peu moins sûr qu'Alexandre Astier a envie de s'ouvrir vers des trucs, de s'ouvrir vers des trucs vers Pierre Ninet, etc. Je le vois moins comme ça, je le sens un peu soupolé Astier, et je le vois moins, tu vois, faire justement ce film de il y a un mec qui est dépassé, et qui doit laisser passer. Tout le monde aurait été content en ligne. Ouais, mais on fait pas des films pour faire plaisir aux internautes, dire genre c'est trop. Je rigole, Maxime. Mais alors, ce qui ressort là, ce qui ressort un petit peu là de ce que j'entends, après Hugo, tu voulais parler, j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour un OSS 117.3, il y a l'humour, quelqu'un qui doit coller à l'humour de c'est Jean-Pierre Alain, si je me souviens bien le nom le scénariste. Scénariste, c'est ça. Ouais. Jean-Pierre Alain, donc faut coller à son humour. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'Azanavicius a dit non au scénario, parce que peut-être que le scénario lui plaisait pas à ce moment-là. Mais donc quelqu'un qui colle à l'humour, mais aussi quelqu'un, j'ai l'impression, qui a de la bouteille aussi. Qui sait réaliser. Parce que par exemple, on est sur le 3e épisode, donc ça va être une prise de risque. Là, faut assumer les deux d'avance. Exactement. Et surtout, tu vois, genre juste pour replacer ça, ce scénariste, il a fait également aussi une série qui s'appelle Au service de la France, qui passait sur, je crois, c'est OCS ou France 5, je sais plus. C'est pas Arte que ça passait. Arte, ouais. C'est Arte que ça passait. Tu vois, j'ai regardé un peu quelques épisodes. Effectivement, on retrouve un peu la patte OSS 117, mais c'est pas OSS 117 en fait. Si t'as pas ce petit truc là de cet humour absurde des nuls, tout ce groupe là, en fait je suis pas sûr. Et pour le coup, j'aurais presque choisi Farrugia, mais Farrugia il a pas la capacité de réaliser comme un Chabat en fait. J'ai juste deux choses à dire encore une fois, parce que si, en fait, vas-y Hugo. De toute façon, j'ai ce que je veux dire. Moi je suis team Chabat. Je voulais juste dire, Astier, il est très très fort quand il est à l'aise avec ses acteurs et qu'il connaît très bien ses acteurs aussi. Là, il va avoir Pierre Ninet et Jean Dujardin. Et notre ami. C'est pas n'importe qui. On avait le droit de le dire ou peut-être pas en fait.
Bon, on sait pas. On va peut-être le couper ce truc-là, non? Je sais pas. Ouais, peut-être. Et du coup, je pense ce serait un énorme défi pour lui, mais c'est pas un défi à mettre sur un épisode 3 de SS, tu vois. Pour moi, j'ai vraiment du mal à voir Astier diriger Jean Dujardin, mais je me trompe peut-être, tu vois. Astier, il aime bien s'entourer de sa bande de potes et son humour, il transpire vraiment comme ça, quoi. Il écrit vraiment dans Kaamelott, c'est incroyable. Pour moi, les dialogues, vrai, parce mais qu'ils Tu sont le écrits vois pour les gens. dans Astérix, il a ramené tous ses potes aussi. Hein. Oui, tout simplement. C'est- Et Robin, tu veux te défendre? Vas-y. Bah, en fait, moi, on me pose la question, est-ce qu'il aurait pu réaliser OSS 117-3 ? Moi, je réponds oui, mais évidemment, si on part dans cet univers parallèle, il est évident que si Astier est mis sur le projet, Astier, s'il est pas trop con, il va s'entourer de ses potes et il va les intégrer au maximum dans le projet. Et après, il restera Alain Chabat et il va faire avec. Je suis pas sûr. Je vois pas de raison pour lesquelles ça se passe particulièrement mal. S'il est dans un environnement qui est familier et si les producteurs veulent absolument une patte Astier, et ben dans ce cas-là, il doit pouvoir, en théorie, pouvoir travailler dans des conditions qui sont les siennes. Moi, je pense qu'il peut avoir cette flexibilité-là. Après, voilà, je suis... Ouais, mais le problème de OSS 117, c'est que c'est Jean Dujardin. Donc ça, tu peux pas l'enlever, même que t'es Astier, que t'es... Et le scénariste. Non, mais après, si on m'enlève Azanavicius et qu'on m'enlève Nicolas Bedos, oui, alors après, il y a Chabat, effectivement... ça aurait été plus risqué pour Astier, mais je vais choisir la piste risquée. Il aurait pu se planter, mais je sais pas. Parce qu'on parlait de réalisateurs chevronnés. Donc toi, Hugo, justement, tu étais en train de dire quelqu'un qui puisse assumer le 3e épisode d'une trilogie du coup de deux films qui ont déjà été super bien réussis, très culte. Mais par exemple, j'en ai déjà parlé dans le précédent Cinémascope, mais un mec comme par exemple Igor Gottesman, je sais pas comment ça se prononce, mais pardon si je prononce mal son nom de famille, mais c'est quelqu'un qui a quand même un peu fait ses preuves, qui a fait un film, une comédie à succès, qui a en plus du coup déjà dirigé Pierre Ninet, pas Jean Dujardin, mais qui sait faire de la comédie, qui a eu le droit à une série sur Netflix qui est quand même, moi je trouve, bien réalisée, donc Family Business. Alors, je l'ai pas encore vu, moi. Par exemple, un jeune Maxime, toi, un mec comme ça. Mais ça colle pas non plus. En fait, Igor Gottesman, j'espère que je le dis bien. Mais c'est plus, en fait, je vois un humour, une sensibilité qui est plus genre à l'américaine, en fait. Qui ressemble plus à un truc que ferait des Joe D'Apato et tout, etc. Pas un truc aussi spécial de prendre des codes dans anciens films et de les recracher, en fait, et de s'en moquer. Et moi, je ressens pas ça dans son cinéma, mais je ressens par contre une certaine sensibilité humoristique, mais pas dans ce cas. Alors que Chabat, il l'a. Mais ce qui est dingue, c'est que quand on vous entend, là je pose rapidement une question, on va pas y passer 3 heures, mais en fait Nicolas Bedos, c'est pas un bon choix alors. Ah oui, moi je trouve pas. Non, ça me fait pour vous, Bedos, c'est pas un bon choix. Moi déjà, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, il y a un autre Bedos. On parle bien du même. Enfin, ok, Nicolas Bedos va faire le 3e film. Ok. Là, franchement, pas d'avis. J'attends juste de voir, parce que ça se trouve, s'il réussit, moi j'ai pas. Il y a son film qui va sortir là, qui s'appelle La Belle Époque, avec notamment c'est pas déjà sorti La Belle Époque? La Belle Époque, c'est déjà sorti, tu crois? Il me semble, oui. La Belle Époque, c'est déjà sorti. Alors attends, je vais juste vérifier rapidement pendant que Maximin ou Hugo comble. Non, mais pour dire en fait. Si, c'est déjà sorti, effectivement. Nicolas... date de sortie le 6 novembre 2019. Non, La Belle Époque. D'accord. Avec notamment Daniel Auteuil. Voilà. C'est parce que Maximin, il est invité dans tous les festivals, donc il le voit avant. Tu peux arrêter de combler maintenant. Mais voilà, je regardais un peu des noms de réalisateurs, effectivement, pour peut-être vous donner des pistes. Moi, il y a un nom comme ça que je vois, j'aurais trouvé ça marrant, qu'il essaie de rentrer dans ses chaussons de OSS 117. Un mec comme Albert Dupontel, ça m'aurait fait marrer. Parce que je pense que c'est un mec... après, il a un humour peut-être plus acide. Ça aurait été totalement barré, là. Alors là, pour le coup, non. Toi, non. Ok. Je regarde des noms comme ça. Il y a aussi... mine de rien, tu vois, qui a fait ses preuves au cinéma. Guillaume Canet, il a fait ses preuves au cinéma. Dans tous les styles. Qu'on l'aime ou pas, Guillaume Canet, il a fait ses preuves aussi. Et je trouve que quand on choisit un Nicolas Bedos, on pourrait typiquement choisir un Guillaume Canet, qui a plus de bouteilles en tant que réalisateur aussi. Qui a voulu faire un film un peu foufou, rock'n'roll, qui est bon... Foufou, comme on pourrait le... il est foufou, quoi. Il est foufou. Il est foufou, mais c'est quelque chose d'un peu compliqué. Il y avait le nom d'un réalisateur qui malheureusement nous a quittés en 2016. C'est celui qui avait co-réalisé La Classe américaine, c'est Dominique Mézret, qui malheureusement nous a quittés en 2016. Il aurait pu du coup se caler sur le humour Azanavicius. Après, il y a toute la bande, mine de rien, on pense aussi à toute la bande des Robins des Bois, en fait, qui aurait pu réaliser.
un Jean-Paul Rouve, un Maurice Barthélemy aussi aurait pu réaliser un OSS 117. Non, même Même pas. pas. Même pas. Toi, tu Non, penses que même pas, en fait. Même pas. Pour toi, par Alain Chabat, il y a vraiment zéro choix. Mais c'est trop dur en fait. C'est trop spécifique. Mais regarde les deux premiers en fait. Oui, je les ai vus suffisamment. Mais tu peux pas arriver et dire bon bah, on va bien voir, tu vois, s'il a les épaules. Enfin, tu peux pas mettre quelqu'un genre. Donc toi, par contre, il y a un truc que t'as dit qui était intéressant tout oui, à l'heure. Merci. J'ai le point. Oui, tu auras le point. Merci, yes. pas. Mais avec c'est mes chiqué, compères, ça. Le match n'est pas fini. Mais il y a un truc que t'as dit qui était intéressant. Tu parlais du coup de la série Au service de la France. J'avais envie d'en parler aussi. Tu disais que ça fonctionnait pas comme en OSS 117, alors que, et c'est marrant parce que du coup j'allais quand même amener le nom d'Alexandre Courtès qui a réalisé la saison 1, qui a réalisé toute la saison 1 Au service de la France, qui est un réalisateur qui avait aussi réalisé énormément de segments du film Les Infidèles avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, qui est aussi un grand réalisateur de clips, voilà, ça on peut passer aussi sur, qui a l'habitude du coup d'une caméra. Je me suis dit, un mec comme Alexandre Courtès, ça aurait pu être aussi une bonne idée parce que du coup il a déjà travaillé avec Jean-Pierre Alain, il a déjà travaillé avec Jean Dujardin du coup aussi. Mais pour le coup, je trouve qu'il manque ce petit truc, tu vois, je sais pas, il manque le. Je vois l'affiliation. Toi, Brahim, Brahim, tu vois peut-être un peu le travail de Courtès du coup. Pas du tout. D'accord, ok. J'ai pas du tout regardé la série, je connais pas. Même en tant que réalisateur peut-être de clips, je sais pas si tu savais. C'est pas lui qui a fait le design des casques de Daft Punk. C'est lui qui a co-dirigé, qui a fait en sorte que le design des Daft Punk existe, le casque et tout aussi. Ouais. C'est vraiment un gars qui sait faire, quoi, voilà. qui est un très grand réalisateur de clips aussi. Là, il y a quelques noms. Il a fait des clips pour Cassius, Phoenix, Air Noir Désir, U2, Kylie Minogue, Jamiroquai. Voilà, il a fait énormément de clips pour des gros artistes. Et aussi Calogero, qu'on embrasse. Voilà. Donc, Brahim, pardon. Jamiroquai, à l'époque de Virtual Insanity, là oui. Ah ouais, ah oui, ok. Ouais, vraiment gros réalisateur, ouais, effectivement, de clips, ouais. Moi, dans OSS, je trouve il y a un petit côté film à papa que je retrouve, mais justement qu'on retrouve aussi dans Le Grand Détournement. C'est cette espèce de héros testostéroné et ce truc-là, j'ai l'impression que c'est les anciennes générations en fait de réalisateurs qui ont vécu à l'époque où il y avait ce genre de film et qui ont toutes ces références-là, qui seraient peut-être capables de retranscrire encore ces univers. Je sais pas si la nouvelle génération... moi j'ai peur que la nouvelle génération de réalisateurs casse un peu cette continuité en fait du film à l'ancienne. Film à l'ancienne qui est bien sûr caricaturé et qui est à la base de l'humour du film, quoi. Je regardais un film par exemple comme Fantomas en 1964 qui est un peu dans le même style de graphique je trouve, est très drôle. C'est vrai qu'un mec comme André Hunebelle, que je ne savais même pas que c'était lui qui avait réalisé ce film-là. En fait, il n'y a plus de réalisateurs peut-être comme ça ou capables de pasticher aussi bien des films comme ça en fait. Hazanavicius a bien prouvé ça en fait, même avec The Artist, tu vois, c'est un gars qui est hyper... je pense qu'il est hyper cultivé au niveau du cinéma, qui aime bien référencer et qui aime bien, voilà, il digère ses références et les ressort. Et c'est pour ça que je pense que Chabat là-dessus est impec en fait. Donc Chabat pour tout le monde sauf pour Robin. Robin, peut-être un dernier argument pro Astier. C'est pas extrêmement différent en fait. Ce que Chabat et Astier ont en commun, c'est très con, hein, mais ils ont tous les deux fait un film Astérix à succès où ils ont digéré l'humour de base de Goscinny pour le restituer sous une forme qui leur est propre, mais qui reste fidèle aux matériaux de base. C'est ça ce qu'ils ont en commun. Donc je pense que les deux pourraient éventuellement réaliser un OSS 117.3 si absolument il y avait besoin d'avoir un autre réalisateur voilà, qu'Hazanavicius et Bedos. Mais je pense que les deux ont ça en commun. Mais c'est vrai que ça a été très étonnant quand même, le choix de Bedos. C'est un truc que tout le monde, voilà, autour de la table, je pense, partage. Là, je regardais, j'aime bien, j'essaie quand même de regarder d'autres noms de réalisateurs, parce que je trouve que quand il n'y en a que deux noms qui pop, j'essaie d'en trouver d'autres. J'avais été voir, et je savais pas non plus que c'était lui qui avait participé aux Infidèles. En fait, il faut savoir que Courtès a réalisé quasiment l'intégralité des segments, et il y en a un autre qui a réalisé un seul segment, c'est Fred Cavaillé, qui a fait récemment une comédie qui s'appelle Le Jeu, qui est pas top
tip top, mais qui est quand même quelqu'un qui fait des comédies. Donc Maximin fait le nom de la tête. Donc Fred Cavaillé non plus, hein, le genre de gars. Non, Moi, je trouve qu'il t'a beaucoup manqué de respect pendant que tu lançais des idées et des opinions personnelles. Il t'a beaucoup rembarré. J'aime cet homme parce que ça c'est lèche-bot. Il essaie de se défendre, non pas par les arguments, mais par des bassesses. Par une c'est analyse. pour ça que je vais donner le point à Robin finalement. Oh là là. Non, je donne le point à Maximin, bien sûr. Attends, Bravo Maximin, bravo. Attends, mais Brahim et Hugo, On a défendu aussi Alain Chabat. Hein. Et vous avez défendu aussi Non, Alain non, Chabat. moi, j'ai suivi, hein. Brahim a dit qu'il avait suivi, on partage le point avec Hugo alors. Ok, il y a donc un point pour Brahim, Hugo et Maximin. Je vais être honnête. Bravo. Effectivement, Donc du coup, Merci public, merci. retour à égalité, ça ne servait à rien ce premier truc. Et effectivement, je vois que Fred Cavaillé a réalisé aussi le film Radin avec Danny Boone, donc non. Voilà, c'est un peu gratos, mais non. Pourquoi on n'a pas proposé Danny Boone en tant que réalisateur? Je rigole, c'était une blague. Je crois que c'était vraiment. Mais mais tu retournes ta veste en disant. Mais c'est vrai que Danny Boone il réalise des films en fait aussi. Ah oui, puis il a fait des très grandes comédies. Il a fait des très grandes comédies, quelle horreur. Est-ce qu'on va passer. Ouais, on va passer à cet extrait-là. Peut-être que des fois il faut travailler plus vite, mais effectivement vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que toute cette industrie de l'audiovisuel est en train de changer à une vitesse folle. Moi je crois qu'on est en train d'assister au dernier soubresaut d'un dinosaure qui s'appelle Hollywood et qui sait qu'il est en train de mourir, qu'il est voué à disparaître, que je connais pas si bien que ça, mais que je connais un peu, et donc on les voit comme ça, ils s'agitent, ils continuent à faire des espèces de blockbusters pour vendre du popcorn, mais tout ça est creux, insipide, ça touche à sa fin, et les séries sont là, avec une liberté de ton, pour nous sauver. Et oui, on vient d'entendre Vincent Cassel à France Inter dans l'émission d'Ali Badoul il y a quelques jours. Bien violent, effectivement. Donc pourquoi j'ai choisi cet extrait ? Parce qu'entre la prise de position de Thierry Frémaux, directeur du Festival de Cannes, contre les plateformes de SVOD, la sortie de The Irishman sur Netflix par Martin Scorsese, le développement de nombreux projets comme la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon dont on parlait dans la première émission, ou encore la série The Morning Show pour 150 millions de dollars avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon sur Apple TV+, le combat entre le cinéma et la SVOD fait rage. On a notamment eu l'acteur Edward Norton qui a récemment dit ce sont les salles de cinéma qui détruisent le cinéma et pas Netflix, parce que lui il pointe plutôt la qualité des salles de cinéma, je pense aussi aux États-Unis, comme quoi ils diffusent les cinémas n'importe comment avec pas les bons moyens, etc. Et donc Vincent Cassel qui dit on est en train d'assister au dernier soubresaut d'un dinosaure qui s'appelle Hollywood, qui sent qu'il est en train de mourir, et les séries sont là avec une liberté de ton pour nous sauver, qui est vraiment une prise de position très tranchée et forte. Ma question du coup va dans la continuité de ce qu'était en train de dire Vincent Cassel. On t'embrasse Vicente. Les séries vont-elles sauver la création audiovisuelle ? Grosse question. Moi je tenais d'abord à dire que j'ai mangé du popcorn devant des films de Vincent Cassel au cinéma et c'était cool. Voilà. D'accord, ok. Quand il dit qu'il mangeait... Non mais je trouve que c'est une position qui est beaucoup trop tranchée. Enfin, c'est vraiment à l'emporte-pièce. C'est impossible d'avoir un débat serein avec ce genre de position. Parce que... Il ne sera pas serein, c'est pas grave. Non, mais entre nous, je pense qu'entre nous, on va essayer d'être plus serein. Mais bon. Ta gueule. Ok, donc j'aurais pas le point. Non mais voilà. Non mais encore une bonne nouvelle. Disons-le d'entrée. Non. Non, vas-y Romain. Je trouve que c'est compliqué d'opposer le cinéma avec la VOD. Je trouve que c'est compliqué. Je trouve que le cinéma pendant son siècle d'existence a été donné mort un certain nombre de fois, la première fois par la télévision, la seconde fois par les jeux vidéo, et à chaque fois il s'en est tiré. Là en l'occurrence, les autres domaines qui sont mis en danger par la VOD, pour moi c'est plus la télévision et le marché de la vidéo en matérialisé, qui est lui en vrai danger, parce que voilà, pour moi il y a une vraie différence. Je fais une introduction parce que je vais pas tout dérouler d'un coup, ça va être trop long, mais voilà, je pense que c'est des prises de position qui sont dommageables. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des très bons films qui sortent au cinéma, et je pense qu'il y a des gros films de merde ou des grosses séries de merde qui sortent sur Netflix, et c'est pas la question en fait. D'accord. Si c'est la question, justement. Donc Romain, tu as moins un point. Non, mais je le savais déjà, de toute façon, je suis martyrisé. Brahim. Aujourd'hui, il y a absolument tout qui pousse les gens à rester chez eux devant leur télé. Bon, il y a les jeux vidéo, il y a Netflix et toutes les plateformes de VOD qui se développent et qui sont en train d'exploser là, en ce moment. Et pourtant, le cinéma, il s'en sort hyper bien, quoi. Quand tu vois tous les blockbusters qui tapent le milliard
Faudrait avoir des chiffres sur ce qui se passe au niveau du nombre d'entrées Le dans le monde. nombre d'entrées augmente dans le monde. Dans les dernières années, mais si ça augmente, ça vient tout juste, ça vient contredire ce que vient de dire Monsieur Cassel en fait, sur le fait que il y a un nouveau mec qui va prétendre à détrôner le cinéma, mais ils ont été 10 en fait à dire ça juste avant, donc je comprends pas sur quoi ça se base. En plus, en ce moment, il y a plein de polémiques avec les réalisateurs. Entre les vieux réalisateurs et les récents, avec les vieux qui sont là à dire le cinéma c'est pas Netflix, et les jeunes de la nouvelle génération qui disent oui mais le futur c'est Netflix, donc du coup je vois ça comme une espèce une guerre entre deux Parce que ce qui est fou c'est qu'on peut même au-delà de vieux jeunes etc. Là il y a une vidéo un très bon format qui est développé par Combini qui s'appelle Vidéo Club. Donc ils ont fait justement une interview de Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes. Donc le but de Vidéo Club, c'est ils vont dans un vidéo club avec quelqu'un qui est réalisateur ou scénariste ou qui est vraiment dans le monde du cinéma, et ils font le tour comme ça d'un vidéo club et ils parlent des films qu'ils ont vus, etc. Et Thierry Frémaux, dans cette, on va dire, interview, dit à un moment donné, parle de David Fincher, qui a du coup travaillé sur la série Mindhunter et qui là est en train de développer un film pour Netflix, et dit clairement, pour nous, gens du cinéma, David Fincher n'existe plus. Il le dit, il dit comme ça. Il dit David Fincher n'existe plus en fait. Il fait des choses qui sont très bien, qui sont toujours de qualité, mais pour le cinéma, il n'existe plus. Hugo, juste Hugo. Ouais. Alors, pour revenir sur vraiment le débat de base. Les séries vont-elles sauver la création audiovisuelle là ? Alors, comme le pense Vincent Cassel. Déjà, faut arrêter d'opposer cinéma et, comme mes confrères l'ont dit, vidéo à la demande, les services de VOD, etc. Parce que tout simplement, ce qu'on a, c'est une guerre économique avant tout. Parce qu'il faut savoir, quand on a l'exploitation d'un film au cinéma, ce qui va rapporter de l'argent, forcément, c'est les tickets, mais c'est aussi la revente après aux chaînes des films. Là, on a juste en fait des guerres d'ego et économiques parce que les prix d'achat sur les plateformes de SVOD rapportent moins que les achats par les chaînes. Donc quand on voit des films qui ont été diffusés au cinéma arriver sur Netflix ou Prime, etc., c'est tout simplement parce qu'il y a une guerre entre les chaînes et les plateformes de vidéo. Donc au final, ces plateformes de vidéo, elles financent le cinéma, mais peut-être un poil moins pour l'instant, mais c'est juste une transition économique qui va se faire. Quand la télé va comprendre que les plateformes de vidéo commencent à être de plus en plus vite, de toute façon ils sont en train d'en créer même eux-mêmes des plateformes de SVOD, les chaînes de télévision qui sont rattachées aussi au cinéma. Donc en fait tout ça c'est juste une transition économique et il n'y a pas d'affrontement entre les différents acteurs, c'est juste que tout le monde est en train de s'adapter petit à petit à ce qui se passe au niveau économique, mais il n'y a pas l'un contre l'autre. Ils marchent tous ensemble en fait, parce que la SVOD va financer aussi le cinéma, qui va financer les chaînes, qui va financer le cinéma. C'est tout un cercle. Mais c'est quand même un débat qui est alimenté par les acteurs eux-mêmes, que ce soit du cinéma ou des séries. Quand tu as quelqu'un comme Thierry Frémaux, qui est quand même le directeur du Festival de Cannes, et qui alimente cette chose-là, quand on entend parler... quand on entendait à un moment donné Spielberg cracher sur Netflix, alors qu'il va lui-même finalement s'investir sur Apple TV+. Ce que disait Brahim, en fait, c'est des gens qui parlent en fait depuis 10 ans, et certains que je respecte énormément, mais il y a une vraie différence. Pourquoi le cinéma se porte aussi bien malgré tous ces événements où on pourrait penser qu'il est abattu? C'est parce qu'il y a une différence de nature entre le fait de regarder quelque chose chez soi et le fait de se déplacer pour aller tous ensemble dans une salle sombre, s'asseoir en silence et regarder un film et le regarder et le vivre avec plein de gens, soit connus, soit inconnus. Et si tu veux, il y a quelque chose de cérémonial, et il y a quelque chose de... on peut pas, plus difficilement en tout cas, quand on est chez soi, par exemple, partager ensemble une série. Je sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé sur quelques séries où je me suis dit avec un pote, on va se la mater. Par exemple, ça m'est arrivé sur l'Attaque des Titans. C'est très con, on s'est regardé les 6 premiers épisodes, on s'est dit on va aller jusqu'au bout mon frère et tout machin, et puis en fait au bout de 6, 7, 8 heures de métrage, on a eu autre chose à faire dans notre vie, on a découvert d'autres films, machin, et puis en fait on a fini, et en fait chacun de son côté, on n'osait pas continuer sans l'autre, tu vois. Et du coup, moi, par exemple, cette série-là, je l'ai jamais continuée. Et d'autres séries, je les ai finies tout seul. Là où je veux en venir, c'est qu'au cinéma, quand tu y vas, tu passes un moment qui est court dans le temps, où tu vas regarder un type de film avec des gens et tu vas partager ce moment. Et c'est pour ça que le cinéma s'effondre pas. Mais par contre, il n'y a pas pour moi de différence fondamentale. C'est le même langage. Entre un film qui sort sur Netflix et un film qui sort au cinéma, c'est pour moi le même langage. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'un film de Netflix n'est pas un film de cinéma.
Pour moi, c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Les gens qui prétendent la suprématie en fait de Netflix par rapport au cinéma ou la suprématie du cinéma par rapport à Netflix, pour moi les deux positions m'indiffèrent. Il y a une vraie différence par contre de nature de consommation de l'œuvre, c'est tout. Brahim. Moi je trouve des plateformes comme Netflix assez salutaires parce qu'elles ont permis à certains réalisateurs, des fois des grands réalisateurs, hein, et ben, de s'extirper en fait du veto en fait des producteurs. C'est-à-dire qu'il y a l'exemple des frères Cohen avec la balade de Buster Scruggs, qui est une série de plusieurs épisodes. En fait, c'est un film western, mais avec plusieurs chapitres. Et justement, Thierry Frémaux, dans son interview Combini, dit « Ah, j'ai vu ce film, je l'ai trouvé génial, mais merde, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ces images sur grand écran. » C'est vrai, je suis d'accord. C'est en ça qu'il défend effectivement plus la salle en fait. Il défend la salle, c'est pas la même chose. Le problème, c'est que s'il avait atterri en salle, il n'aurait pas ressemblé à ça. Les producteurs n'ont pas laissé en fait les frères Cohen en fait aller jusqu'au bout de leur idée. Donc c'est comme ça à Hollywood. Quand tu te fais produire, et ben, des fois on va te dire ça, tu me le changes. Et les frères Cohen ont justement répondu dans le film. Il y a, je sais plus quand exactement, mais il y a une espèce de clin d'œil à vous avez pas voulu nous faire un autre film, voilà, on l'a quand même fait comme on le voulait et on le sort. Netflix peut être salutaire pour ce genre d'initiative et c'est bien que ça existe, mais ça remplacera pas le cinéma. Mais la question de base était sur justement. C'est intéressant ce que tu dis en fait, Brahim, parce que moi la question c'était comme les séries vont-elles sauver la création audiovisuelle, et là tu étais en train de dire que un film comme celui des frères Cohen n'aurait pas pu se faire au cinéma parce qu'il y aurait eu des vétos. Et en fait je pense que ce que Vincent Cassel veut dire, c'est que les réalisateurs comme par exemple Fincher se permettent des choses peut-être sur Netflix parce qu'il n'y a pas justement des producteurs derrière qui leur disent quoi faire. C'est une question de qui achète quoi. C'est-à-dire l'instant. que Netflix, dans l'exemple des frères Cohen, je le connais pas en profondeur, je sais pas qui a refusé pour des salles de cinéma. Si ça se trouve, ils se sont pris plusieurs portes dans la gueule, une fois, deux fois, peut-être qu'une fois, et la deuxième ou troisième personne qui sont allés voir était quelqu'un qui bossait pour Netflix. Ils ont fait une offre, ils ont dit je te produis pour ma plateforme, tu fais tout ce que tu veux. Et du coup, c'est sorti sur Netflix. Et c'est cool, en fait. Netflix et les autres plateformes multiplient les possibilités. Par contre, il y a des films qui sortent au cinéma où tu as des réals qui tombent sur les bonnes personnes. Et après, on va pas en parler aujourd'hui, on parlera peut-être entre nous après l'émission, mais il y a des films clivants, vraiment clivants, avec des vraies visions qui sortent, comme Joker. Voilà, ça existe, ça existe en permanence. Pourquoi est-ce que... j'aime pas les jugements absolus comme ceux de Cassel, parce que ça nous empêche de voir les trucs qui sont bousillés sur des plateformes comme Netflix. Par exemple, le film Death Note, qui a été bousillé par des producteurs Netflix par rapport à l'œuvre originale, et ça nous empêche de voir des films de cinéma qui ont été respectés par des producteurs. Là où je suis d'accord avec Brahim, c'est que par contre, le fait que tu aies des plateformes qui se multiplie le champ des possibles. C'est-à-dire que si tu as un mec, si tu as un producteur qui arrive et qui te dit non pour ton film alors que tu es un grand réalisateur ou un grand duo de réalisateurs, toi tu peux par contre dire ok, moi je vais aller là-bas en fait, et eux ils vont bien vouloir. Ça c'est cool parce que ça multiplie le champ des possibles. Hugo. Je donne le point à Robin. C'était prévu, mais du coup, non. Mais Hugo, je suis totalement sur d'accord. Sur le champ des possibles, t'es d'accord sur le champ des oui, possibles. Bien sûr, c'est ça. C'est pour toi, en fait, c'est même pas. En fait, il n'y a pas à cliver, c'est que justement, c'est plutôt que les frontières s'ouvrent, en fait. Mais c'est ça, il faut arrêter de voir l'opposition entre le cinéma et les plateformes de SVOD. Pour moi, c'est justement une ouverture de possibilités qui est énorme. On peut tester des formats, on peut découvrir des acteurs aussi avec moins de risques. C'est vraiment. Alors, c'est pas totalement du pain béni pour tout le monde parce qu'effectivement il y a ce problème économique aussi derrière que il va falloir renflouer un peu quand même les chaînes de télévision qui actuellement financent énormément le cinéma et qui perdent un peu j'imagine en argent et en affluence par rapport aux plateformes de SVOD qui elles vont plutôt tourner un peu plus en cercle fermé que les chaînes de télévision. Donc il y a ce petit problème économique, mais au niveau de la création et de l'artistique, je suis désolé mais moi je trouve que c'est vraiment en plus une ouverture de possibilités de... C'est cool en fait. Toi Maximin qui a pas beaucoup parlé, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Moi j'ai écouté le podcast. Tu as écouté le podcast? Non, moi j'ai écouté le podcast et puis
Au final, c'est juste au bout d'un moment. Tu trouves que Vincent Cassel est con à dire ça en fait? Ah non, je dirais pas que Vincent Cassel est con, pas du tout. Je dirais juste en fait qu'au bout d'un moment, faut arrêter de tout le temps énerver, d'être content qu'on ait plus de contenu et puis voilà quoi. Ouais, moi, je pense surtout que Vincent Cassel va se sentir con dans quelques années. C'est surtout ça en fait. Ah, tu penses que oui, de dire ça maintenant, c'est un peu stupide quoi, ouais. Bon, je trouve ça. Oui, il va se sentir un peu con. Mais pour nuancer mon propos de tout à l'heure, je pense que Netflix, quand ils ont vu les frères Cohen débarquer, ils se sont dit, putain, ça va être un moyen pour nous de communiquer et de montrer au monde du cinéma, putain, on a du film des frères Cohen, quoi. Je pense qu'ils ont profité du truc aussi. Bien sûr. Après, ils ont eu Alfonso Cuarón aussi avec Roma qui a pu être un peu partout. Donc c'était quand ça? C'était il y a un an, Roma maintenant, non, je crois. C'était au même moment. Une bonne année aussi. Hein. Bah, ils ont un peu enchaîné quelques films comme ça de grands réalisateurs. Ils ont eu d'un coup les frères Cohen, ils ont eu Alfonso Cuarón aussi, qui avait fait Bright déjà sur. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais c'était quand même un bon. C'est le gars qui a fait Suicide Squad. C'était un bon. Donc on va peut-être pas en parler. Non mais c'était un bon. Pour eux à ce moment-là, c'était David Ayer. C'était quand même un bon deal pour eux. Je suis pas sûr. D'avoir David Ayer sur leur plateforme quand même. Tu penses? Oui, non, je pense pas. Ah, je pense que pour eux c'était un gros coup à ce moment-là quand c'est sorti. Je viens de regarder, c'est sorti fin 2017. Je pense que pour eux à ce moment-là c'était quand même un gros coup d'avoir. Ils avaient déjà eu David Fincher avant, donc en vrai. Ça s'est passé aussi sur Amazon pour. C'est Amazon, The Irishman. Non, ça sera Netflix aussi. C'est Netflix aussi, ouais. Mais par contre, le vrai débat que je trouve intéressant, c'est celui de savoir. Enfin, intéressant. C'est un point qui est intéressant de montrer. Est-ce qu'un film comme The Irishman, que j'ai pas encore vu, mais voilà, ça se trouve, c'est une performance à Oscar, est-ce que c'est un film qui peut être oscarisé ou pas? Spielberg a dit le contraire. Alors moi je pense que, enfin ça c'est un vrai débat intéressant parce que là ça remet, on va dire ça remet au centre du jeu la question de la salle en fait, dans la vision des grands pontes, on va dire, d'Hollywood pour le coup. Là on est vraiment sur une histoire de cérémonial, de ce que je disais tout à l'heure, auquel je suis très attaché, mais par contre il faut pas oublier que c'est le même langage qui est utilisé dans The Irishman que dans les films qui sortent au cinéma. Donc en fait, si t'es une académie qui récompense en fait des films de cinéma qui utilisent un langage, je vois pas pourquoi tu squeezerais une grande partie de la production en fait, puisque on parle du langage et pas de la salle. Parce que là en plus, depuis tout à l'heure, on mélange un peu parce que du coup on parle aussi de films produits sur Netflix. Oui. Mais ce que Vincent Cassel dit qui est encore plus tranché, c'est que lui il dit les séries sont là. Il dit les séries sont là pour nous sauver. C'est-à-dire qu'il parle même pas de. Je pense qu'il parle même pas de films produits par Netflix. Il attaque le format long métrage. Il attaque le format. En fait, comme quoi Hollywood s'attache à un format qui est voué à mourir pour lui. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. Ça c'est pareil, c'est une connerie. Pourquoi Mais c'est comme dire en fait, c'est comme si on avait dit le court métrage c'est vraiment de la merde. Le long métrage c'est l'avenir. Enfin, tu vois, comme si on allait opposer les deux. Tu vois. D'où tu pourrais pas raconter une histoire en 10 minutes, en 1h30, dans 3 heures, en 110 heures. Enfin, je vois pas le. Toi, Maxima, tu voulais au bout d'un moment couper Robin sur quelque chose, non? Non. Ok. Hugo, peut-être tu voulais ajouter quelque chose non, je voulais juste prendre l'exemple d'Okja qui avait défrayé la chronique à Cannes, justement, sur ton intervention sur est-ce que les institutions vont un jour accepter que des choses produites par Netflix ou même produites autre part que dans le circuit traditionnel du cinéma soient primées ou pas. Mais on a des exemples en continu que pour l'instant ça bloque un peu. Mais comme toi, pour moi, c'est le même langage et il y a des films qui sont incroyables et qui ne sont pas produits dans le système Hollywood, même cinéma, etc. Même des films qui sont des films un peu plus amateurs, qui ne sont même pas dans le circuit de distribution. Et pourquoi ils n'ont même pas aussi le droit à avoir de l'exposition et de pouvoir participer à certains concours, etc. C'est plutôt une question d'ouvrir le cercle aussi. On dit que le cinéma, c'est un milieu très fermé. Mais à un moment donné, ça tire un peu de tous les côtés et je pense que c'est ça qui va s'ouvrir. Puis oui, ça n'empêche pas, enfin, il y a les ponts qui commencent. En fait, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous, donc clairement tout le monde est d'accord pour dire que cette phrase était stupide et qu'en fait les séries vont pas sauver la création du visuel, parce qu'en fait c'est de la création juste en plus, donc tant mieux. Oui. Puis il y a des séries de merde aussi. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des ponts qui se font déjà en fait, quand tu vois le jeune acteur de Stranger Things qui a joué dans les 2 films ça, et qui arrive à faire aussi sa carrière, que ce soit sur des séries sur Netflix comme au cinéma, en fait, il y a déjà des ponts qui existent, et si ces ponts existent,
c'est-à-dire que les deux vont finir par perdurer en fait, que ce soit les films produits par Hollywood, que ce soit les séries produites par Netflix, Amazon, etc. Donc en fait, c'est vrai que la réflexion était, alors peut-être, alors je conçois quelque chose. Il est possible que cette phrase de Vincent Cassel soit aussi peut-être un peu hors contexte parce qu'on parle d'un extrait de 30 secondes dans une interview. Je préfère le préciser. Il est peut-être fatigué lui aussi. Ou je préfère le préciser avant qu'on nous tombe dessus. C'est peut-être une phrase prise hors contexte, mais j'ai trouvé la phrase tellement forte et tranchée que même si c'était dans un certain contexte, elle est quand même très tranchée. Il dit quand même quelque chose de très fort quand même, qui résume un peu sa pensée visiblement. Oui, mais en fait, ça va. Non, mais en fait, si ça se trouve, c'était. Mais il y a certains formats. Sur internet, tu parlais tout à l'heure, c'était cette émission de Combini avec le Vidéo Club, j'en ai vu plusieurs, c'est une très bonne émission. Il y a certains formats en ligne où on a ces réalisateurs ou ces acteurs qui s'expriment, qui sont propices des fois à des grandes phrases à l'emporte-pièce, ne serait-ce que pour une question de rythme, de montage et de bonnes phrases. C'est-à-dire qu'en fait, pour cliquer sur ta vidéo, tu vas avoir oui, machin a dit ça, machine a dit ceci, et waouh, ça... et en fait, tu te rends compte que il s'emporte en fait. Ouais. Et bon. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que il y a eu un énorme gain au niveau sur les niveaux des séries, on va dire. Je pense que si on revient 20 ans en arrière, au niveau de la qualité, les séries là sont vraiment en train de rattraper le cinéma là. Okay. C'est juste inconsciemment peut-être ce qu'il a voulu dire. Ok, d'accord, très bien. Et bah écoutez, alors moi j'ai du mal parce que le combat était quand même beaucoup plus entre Brahim et Robin. J'ai du mal à. Oui, mais non, je lui laisse le point. Ah d'accord, ok. Non, fait une démonstration. Robin, tu gagnes ton deuxième point de l'émission et on va pouvoir passer à la dernière question de l'émission parce que ça fait déjà une petite heure qu'on enregistre quand même. On va pouvoir passer à la dernière question de l'émission. Hugo qui fait des grands yeux alors qu'il vient de mettre son portable au milieu de la table avec un match du FC Nantes en attente. Ça n'a pas commencé, on a encore 20 minutes. Alors, on a encore 20 minutes d'enregistrement avant qu'on perde Hugo définitivement. Donc oui, vous aurez reconnu le générique, en tout cas et la musique de la BO de Matrix, parce qu'il y a le 4e volet de la saga Matrix qui devrait rentrer en production début 2020 sous la direction de Lana Wachowski. Donc elle serait toute seule, non plus avec sa sœur. Le casting du film s'étoffe peu à peu, donc selon Variety, toujours Variety, c'est aujourd'hui au tour de Neil Patrick Harris, notamment connu pour le rôle du séducteur Barney Stinson dans la série How I Met Your Mother, et notamment qui a fait une petite apparition dans Gone Girl de David Fincher aussi. Donc c'est à lui de rejoindre Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans ce 4e Matrix. Donc Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss qui reprendront respectivement leur rôle de Neo et Trinity. Je savais pas trop quelle question poser pour cette info, mais du coup je me suis dit on va poser une question un peu marrante pour terminer l'émission. Qui aurait pu incarner le rôle de Neo hormis Keanu Reeves? En sachant que effectivement on va parler d'un film qui a 20 ans. Robin me pointait du doigt cette petite problématique avant qu'on démarre l'émission. Vous pouvez donner n'importe quel acteur. Un acteur qui a été connu justement au moment où ils ont casté Keanu Reeves, c'est-à-dire en 1999, c'est ça Matrix ? 99. Ou même maintenant, par exemple, ils font un Matrix 4, Keanu Reeves aurait dit non, qui aurait pu être recasté à la place pour faire Neo. À vous de jouer, qui aurait pu incarner le rôle de Neo ? Tout le monde réfléchit un peu. Hugo, vas-y toi Hugo. C'est super compliqué comme question parce que non, déjà c'est pas compliqué. On peut la prendre de la façon la plus simple, c'est qui ils avaient casté d'autres à l'époque pour le rôle de Neo. Mais plus pragmatiquement parlant, genre toi oui, qui t'aurais aimé voir à la place de Keanu Reeves ? Qui j'aurais aimé voir ? Tu verrais qui en général ? Alors, j'ai réfléchi un peu à la question et il faut un mec qui a la classe quand il se bat déjà. Donc un mec a des... Non mais c'est vrai, parce que dit oui. tu peux pas mettre... je sais pas, tu peux pas mettre Tom Hanks, tu peux pas mettre Tom Hanks à éviter des balles, tu peux pas mettre Tom Hanks à éviter des balles et à être classe en arts martiaux, c'est pas possible. Même quand il était jeune, ça marche pas quand même. Voilà, c'est ça. Ils auraient casté Tom Hanks pour le rôle de Neo dans Matrix, là j'aurais vraiment dit, bah oui, ils vont dans le mur. Donc il faut trouver quelqu'un qui est classe en combat et
qu'incarne un peu le personnage. Enfin, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'émotions à faire. Donc, alors moi j'avais pensé à Tom Cruise, mais qui est filmé, toujours filmé un peu à la Mission Impossible, c'est-à-dire qu'on montre pas qu'il est petit. parce que sinon on perd le truc, tu vois. C'est vieux. Non, mais c'est vrai, si tu regardes les Missions Impossibles, c'est incroyable comment ils arrivent à faire croire que c'est un mec toujours grand et tout. Alors tous les plans, je sais pas comment ils font, mais c'est fou. Je crois qu'en plus c'est lui qui l'a demandé en fait, Tom Cruise, qu'il paraisse toujours grand et tout. Il a un peu un regard sur les productions des Missions Impossibles. Donc t'as raison, en plus t'as raison. Donc voilà, il est chef-op aussi sur les. Bien sûr, il a la régie. C'est lui qui achète les croissants pour l'équipe le matin. Pour le coup, il a une très grande expérience du combat, etc. et des scènes d'action un peu violentes et. En fait, je l'aurais juste bien vu en blouson noir, de cuir, avec des lunettes noires. C'est même un cascadeur. Hein, je sais pas, je l'aurais bien vu là-dedans. Okay. C'est très dur comme question. Robin. Alors, le premier aspect, moi, que j'ai cherché par rapport à Neo, c'est qu'au début, Neo, c'est un nerd solitaire, jeune, qui vit dans une piole. Et je me suis dit, quel acteur peut incarner à la fois en début de série un nerd solitaire avec tout blanc qui passe ses journées dans le noir devant un écran, et ensuite dans la suite de la série un mec qui fait du kung-fu en blouson noir. C'est dur. C'est hyper dur. Moi j'ai choisi Jake Gyllenhaal parce que j'ai pensé à Jake Gyllenhaal sur Donnie Darko. Très intéressant. Jake Gyllenhaal sur Donnie Darko parce que moi j'ai repensé à ce rôle en fait alors il était très jeune à l'époque, hein, il avait 18 ou 19 ans, je sais plus. Donnie Darko c'est 2001, ça je me souviens. Je me souviens plus non plus, mais oui je crois que donc, il était jeune en tout cas, ça c'est certain. Moi je le voyais en fait un type très jeune, teint très pâle, un peu dépressif, hein, voilà. Film de Richard Kelly en 2001, Donnie Darko. Tout à fait. Et en gros, je me suis dit que dans la suite de sa carrière, ce mec avait quand même réussi à faire un Prince of Persia finalement assez rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me rappelle le jour où j'ai vu que c'était lui qui avait été casté pour Prince of Persia, un jeu dont je suis très très fan, mais le dernier type que j'aurais vu casté dans Prince of Persia, c'était Jake Gyllenhaal. Ah oui. Et je l'ai vu sur l'affiche et j'ai fait putain, mais il a des pecs ce bâtard et tout. Je me dis comment il a fait. Mais tu l'as vu le film ou pas, Prince of Persia ou pas? Ah oui, je l'ai vu. Moi, il m'a fait triper en vrai. Mais c'est pas grave. C'est pas le film de l'année, tout le monde en conviendra. Mais bon, je me suis quand même bien marré. C'est un sous Jerry Bruckheimer. Enfin, c'est un sous Pirates des Caraïbes. Un sous Pirates des Caraïbes. Bref, mais en tout cas. Ou même dans le tout dernier Spider-Man où il joue Mysterio, si tu veux, c'est un mec qui a fait son trou, mine de rien, dans le cinéma d'action. C'est un mec qui a commencé en jouant des rôles de jeunes un peu nerd, un peu torturé. Il avait aussi un peu ce rôle-là, alors un peu hybride du coup, dans le The Day After Tomorrow de Roland Emmerich, où il joue un jeune, mais pour le coup à qui il arrive pas mal de trucs, un peu d'action pendant le film. Mais bref, voilà. Donc Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Hugo, toi, c'était du coup. Moi, c'est Tom Cruise. Tom Cruise. Brahim. Moi, physiquement, j'aurais dit Christian Bale. Après, faudrait qu'il soit à l'aise sur les arts martiaux, c'est pas évident. Dans Equilibrium, il se bat plutôt bien et c'est vraiment stylé. Il fait du gun kata. Et justement, il fait du gun kata et ça rend plutôt bien. Equilibrium, c'est très proche. Justement, c'est Equilibrium qui. Enfin, tu vois comment il est habillé dans Equilibrium avec c'est l'impair hyper long là, c'est même limite le même truc qu'à. Mais Equilibrium c'est comme référence intégrale Matrix. Ça ressemble beaucoup à la tenue qu'avait Neo dans Reloaded, le truc hyper long là. Et Christian Bale. Ouais. Christian Bale, c'est une très bonne proposition. Je suis un peu jaloux de pas y avoir pensé, tu vois. Mais c'est trop tard, t'as dit Tom Cruise. Maxime Bulto. Moi, je choisirais Adam Driver. C'est très intéressant aussi. Adam Driver, du coup, qui est l'acteur qui joue dans les derniers Star Wars, qui joue l'antagoniste Kylo Ren et qui joue aussi dans Blank Hanksman. J'ai plus le nom de son personnage. Je trouve assez intéressant parce qu'effectivement, en réfléchissant, vous trouvez un nerd qui travaille tout seul dans son coin et qui devient fort en kung-fu. Et qui devient hyper fort en kung-fu. Bah moi Adam Driver déjà il est balèze en fait déjà. Moi j'aimerais pas me prendre une tarte d'Adam Driver, il est assez costaud. On l'a vu torse nu dans le dernier Star Wars. C'est pareil, on s'attendait pas autant de pecs de sa part. Mais même si tu regardes bien, il y a même son pec qui a un pec en plus, tu vois, genre. un sous-pec. Il a des sous-pecs. Comme des glaçons, tu vois.
Et en gros, non mais et du coup je me dis voilà, Adam Driver il correspond parfaitement à cette espèce d'acteur, pas forcément genre hyper bankable, parce que Keanu Reeves c'était pas non plus absolument pas le top A-list. Je pense qu'il sortait il avait fait de Speed avant. Alors il avait fait Speed, mais il avait fait Johnny Mnemonic aussi et il s'était pris une grosse mandale. Enfin, il était dans une période creuse en fait, complètement, ouais. parce qu'il avait fait, il avait notamment été dans Point Break. Ensuite, il a été dans son dernier grand rôle peut-être avant. Alors Speed c'est 96 ou 95. Ouais, c'était juste avant en fait. Je pense que c'est Speed avant Matrix. Et non, ça, c'est sûr, Johnny mais... Mnemonic c'est 97 ou 98. Celui-là il lui a vraiment fait très très mal parce que c'est là où il a été critiqué pour son non-jeu. Ce qui est une critique qui est revenue après pour les Matrix. Oui, il a vraiment, en fait. il a vraiment joué dans. Il a joué dans l'Associé du Diable. Ah oui. Non, très bien ce film. film. Très très bon. Il a joué dans l'Associé du Diable quand même mais en fait c'était juste avant Matrix, du coup, l'Associé du Diable. Enfin, 97, l'Associé du Diable, 99, Matrix. Mais c'est vrai qu'il a enchaîné entre Speed et l'Associé du Diable des Johnny Mnemonic, les Vendanges de Feu, Poursuite, Feeling Minnesota, Suicide Club. Vraiment, il a quelques films, à mon avis, qui étaient pas gros. Mais, et donc, du coup, on revient sur Adam Driver. Adam Driver, qui a, du coup, aussi, c'est pas non plus genre le top of the top en termes d'acteur, mais qui a vraiment tout ce qu'il faut, genre en termes d'acting, moi je le trouve incroyable, ce mec-là, qui est pareil, qui est pas forcément un gars qui est un canon de beauté. C'est ça que je trouve assez intéressant, tu vois, parce qu'au final Neo il est pas censé être un beau gosse. Je trouve qu'Adam Driver a ce truc là, mais il dégage quand même un espèce de charisme à lui, tu vois. Oui, c'est vrai. Et pour le coup il a montré aussi, tu vois, dans les Star Wars qu'il sait se battre, tu vois, parce que mine de rien, quand tu fais les Star Wars il faut que tu t'apprennes à manier le sabre comme c'était un katana, et du coup il a toutes ces choses là, donc c'est aussi des cascadeurs quand ils font les Star Wars, donc il y a une vraie préparation physique. Donc moi je pense que Adam Driver a fait un super Neo. La différence c'est que il veut défendre son poulain. Bah oui, mais il a raison. Non, mais Christian Bale, il a été Batman, donc voilà, tout de suite. Christian Bale, il fait pas le jeune geek. Pour revenir sur le débat du geek, je trouve pas moi que Neo fait geek. Enfin, c'est un geekos quand même. C'est-à-dire, en général, le gros cliché geek en fait au cinéma, c'est le mec qui paye pas de mine, qui a des lunettes. Le mec que tu ne verrais jamais se battre en fait, et c'est vraiment le cliché du geek au cinéma. Et pour moi Matrix, quand tu vois Neo, il rentre pas dans le cliché du geek. Oui, au début du film, ça aurait pu être l'acteur de Scott Pilgrim qui est informaticien, mais il a normal. Quand tu le vois couverture en fait. Quand tu le vois en tenue de bureau et tout, il fait vraiment adulte. Mais parce que sa couverture est excellente. Mais par contre, quand tu le vois dans sa piole, pour moi, si tu veux, c'est un équilibre qui est compliqué. Parce que pour moi, c'est pas le jeune nerd. Si tu veux, c'est pas un jeune nerd. Tu vois, avec des boutons, c'est absolument pas ce cliché-là que je vise. Mais par contre, on est sur un jeune adulte. Qui est pour moi qui est jeune. J'ai du mal à voir Christian Bale en fait dans cette phase-là, complètement dans la phase tardive de la saga, mais au tout début tardive qui est principal quand même, parce que ce qui est, on va dire, la phase où il est geek et jeune, c'est les 10 premières minutes du film, quoi, 15 premières minutes. Ouais, mais c'est important. C'est important. Qui n'a pas rigolé quand Adam Driver a retiré son masque dans l'épisode 7? Je m'en souviens. Ah oui, toi, qui n'a pas rigolé? Toi, tu fais partie des gens qui ont été choqués de Moi, j'ai rigolé. Et comme la moitié de la salle. Mais moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. On a rigolé quand on l'a vu torse nu. Mais bien sûr, parce que c'est exactement ce qu'il voulait. C'est exactement ce qu'il voulait. Bah oui, en fait, c'est exactement ça. En fait, les gens qui ont rigolé à Star Wars 7, c'était l'effet voulu, en fait. C'était l'effet voulu. C'est un gamin attardé, en fait. On peut pas en vouloir un effet de mise en scène qui était l'effet voulu, en fait. Oui, bien sûr. C'était fait pour nous montrer que c'était pas du tout un mec trop stylé et trop méchant et trop cool. C'était un gamin attardé qui avait des gros problèmes avec son grand-père. Et que c'est pas un gars qui a des cicatrices et qui est hyper badass. C'est juste en fait un gars que tu croises dans le tram avec sa chemise et que c'est un hipster en fait. C'est tout. Oui, mais dans Matrix, tu as pas au début du film espèce de fracture entre les deux personnages. Au début du film, si un peu, il faut que ce soit un gars qui a l'air d'être normal, qui en fait après devient normal. Il fait quand même des deals ultra compliqués, enfin ultra tendus dès les 5 premières minutes. Il y a quelqu'un qui frappe à sa porte pour. Ouais, mais Adam Driver, là, il a une tête pour ça, tu vois, Adam Driver. Il a vraiment la tête du gars qui. Mais Neo n'est pas un mec normal non plus, quoi. Oui, mais c'est ce que je veux dire, ne pas être. C'est pas forcément effectivement ce nerd, mais d'avoir ce gars. J'ai pas envie de dire qu'il vit en autarcie, mais qui vit, tu vois, dans son monde à lui, tu vois. Moi, je vois bien, je vois bien Adam Driver vivre dans une cabane au fond de la forêt ou vivre dans un HLM et ne pas connaître ses voisins, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Toi, c'est le côté où, enfin, vous, pour en tout cas, je veux dire en tout cas pour Robin et Maximin,
il y a ce côté où il faut qu'il y ait une rupture entre le moment où c'est un geek et ce moment où il devient Néo quand même. Non, c'est alors pas qu'il y ait que- une évolution. Et voilà, c'est pas qu'il y ait une rupture, c'est qu'il puisse faire les deux, tu vois. Voilà. C'est qu'en fait, il puisse embrasser les deux. Et je suis assez d'accord avec Robin là-dessus. Et ça me fait mal au cœur d'être d'accord avec lui. Mais non, pour le coup, je trouve que Christian Bale, bah, je n'ai pas cette première étape-là. Je vois. En fait, si je résume, Brahim, Adam vas-y. Driver ferait un bon Néo dans ses débuts Et la suite aussi, en fait. Pour la suite aussi, il est capable. Je le vois pas sur la suite. Vas-y en fait. Brahim, vas-y défends ton j'ai un peu poulain de et mal à le pourquoi- voir sur la suite. pourquoi pas- Justement, pourquoi je ne pas vois Adam pas Driver Adam Driver avec le charisme qu'il a aller en fait jusqu'au bout et avoir cette évolution de personnage qui gagne en charisme et qui te enfin voilà qui Mais- Et Alors, le truc, c'est qu'Adam Driver. Ouais, je vais défendre. Avant que tu me défendes de me donner mon point, si tu veux. Défends Adam Driver. Il suffit de regarder cette séquence de ouf de la séquence 8, enfin l'épisode 8 de Star Wars, où, en fait, où il se bat, où t'as des plans séquences, où en fait il fait ses propres cascades lui-même, où en fait il se bat contre des espèces de ninjas, donc en fait il a déjà... les ninjas rouges là. Ouais, mais Oh en fait, la mais vache. sauf que en fait, Adam Driver, il les fait ces cascades, tu vois. Moi, c'est Et moi, l'effet je... que me fait Marvel, ça. Et moi, je non, trouve mais moi crédible. c'est Star Wars. mais Et tu en, vois, et en c'est- termes de charisme et de comment tu te bats face du coup avoir une certaine prestance, bah dans Black Horseman il a une superbe séquence où en fait il se retrouve qu'avec des espèces de gros racistes du Ku Klux Klan, et qu'en fait lui il est en couverture, il doit pas montrer que c'est juste un juif en fait, et qu'en fait il est capable de avoir cette prestance là, de faire semblant d'être un gars du Ku Klux Klan alors qu'il fait aussi 2 mètres, tu vois. Enfin il est immense ce mec là, donc en termes de charisme et de choses il l'a complètement, tu vois. En plus, il est grand, donc c'est difficile pour esquiver les balles. Ouais, Tandis que Tom Cruise, je suis assez d'accord. En fait, je suis assez d'accord avec contre, Maximin. Au niveau de la taille, il rejoint Keanu Reeves. Là, Ah oui, en termes de carrure et de physique, il a largement la capacité après de défoncer des agents Smith, il n'y a aucun problème. Robin est en train de te rejoindre là. Eh ben, moi je suis assez d'accord avec Maximin. Après, à la nuance près que Adam Driver a encore à prouver en fait dans un film d'action majeur qu'il est capable. Star Wars, quand oui, même. non, bien sûr, mais tu vois, Jake Gyllenhaal, il en a quand même 2 à son actif, tu vois. Et Tom Cruise, combien il en a? Attends, Hugo, attends, Hugo, tu te rends bien compte qu'en fait on ne parle pas de Tom Cruise depuis tout à l'heure et qu'on s'en Je fiche, sais, et que tu fais partie de la course. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je fais. Il a même pas voulu essayer de le défendre. De toute façon, non, le non, match est en train de commencer. regarde, Du FC Nantes, il est abandonné. Et maintenant, si je peux du coup me défendre face à Robin. Mais c'était pas une attaque, Attends, Maximin. mais non, mais un jour je veux gagner le point, donc faut que je défonce tes 2 films d'action de Jake Gyllenhaal. Dans film d'action, quoi. Non, Prince of Persia, merci, quoi. Attends, mais exact, merci Hugo. Prince of Persia, merci. Enfin, franchement. Tu l'as dit toi-même, t'as plus rigolé. Bah oui, c'est pas un film comédie, d'action. non, Prince of Moi-même, Persia. je on va savais pas pas voir. que Jake Gyllenhaal allait revenir. Donc, ok, effectivement, quand on pense à Prince of Moi, j'aurais Persia, mis ça- Vincent Et pour le coup, rien que Je suis Prince pas- of Persia, Robin, c'est pas possible. Déjà, tu peux pas me sortir ça comme carte, genre, hey, Non. c'est pas mal, il a fait ça. Déjà, non, la carte non, Joker, déjà, attends, premièrement, non. Deuxième carte. T'es laisse-moi malhonnête, finir, t'es laisse-moi- malhonnête. Bah non, tu tu me l'as laisses- dit tu me toi-même. laisses répondre, Ben. Non, Bien attends, sûr, attends, bien et je finis. On a encore un peu de temps. Donc Déjà, je Mais un finis. tout Donc, du petit coup, peu de ta temps. carte Prince of Persia, bah, tu peux te la fourrer où je pense, ou toi-même. Quelle trahison. vieux mec, va. Tu m'as servi en fait, t'étais dans mon sens, maintenant je suis obligé de défoncer ton poulain. Depuis Donc, qu'ils ont dormi ensemble le week-end dernier, ils sont plus Et pareils. bam. Et donc du coup ta carte. Non, tu l'as dit toi-même, ça te fait marrer et tu vas pas voir, tu peux pas te dire on va mettre un mec qui va faire marrer dans le rôle de Neo dans Matrix, ce n'est pas possible. Et deuxième, Je l'ai pas dit. tu l'as dit. Et deuxième carte. Fake news. Tu me sors du coup Spider-Man Far From Home où il joue Mysterio. Mais en fait, il fait rien d'action en fait là-dedans Mysterio. En fait, c'est un mec qui en mettre des illusions. En fait, c'est des drones qui font son truc pour lui. Donc tu peux pas me sortir genre ah bah il a fait Spider-Man Far From Home. Il va être bon dans le rôle de Neo pour se castagner avec des ninjas. Moi, Attends, moi, Robin, il y a Brahim je- avant. Il y a moi- Brahim qui veut te rejoindre. Moi, je dis, faut que les auditeurs votent. C'est pas possible. Christian On Bale, peut pas. Adam Driver. Oublie Moi, je peux te Christian dire- Bale. Votez Tom Cruise, je vais faire voter toute ma communauté, je vais gagner. Moi je voulais dire Père Longer au début. C'est malhonnête ça, Hugo, vraiment. Robin, juste une dernière défense, il nous Ok. reste vraiment 5 minutes. Ok, je peux répondre. Déjà, premièrement, j'ai jamais dit Tu l'as dit. que Prince of Persia, c'est un film qui m'avait fait marrer. Si, ça te fait triper. Je viens de dire, c'est un film qui m'a ça me fait triper. Je viens de dire que c'est un film qui m'a fait triper et qui m'a fait marrer. Bah, C'est il pas- le redit en plus. 2 secondes. Je me suis pas moqué du film, ok. J'ai pas ri contre le film.
J'ai ri avec le film. Oui. C'est un truc rigolo. Mais c'est un peu comédie, kitsch. c'est pas un film d'action. T'es au courant que c'est pas une comédie non, à la base Non, quand mais ils ont voulu attends, faire le film. C'est un film d'action rigolo. Vous allez quand même pas me dire que vous avez jamais regardé un film d'action et tripé devant des séquences d'action. C'est un sous Pirates des Caraïbes. Ok, pense pas qu'ils mais ont voulu moi j'ai lancer le regardé film, Pirates quoi, des faut regarder Caraïbes. tout ça en même temps. T'as des cascades dans Pirates des Caraïbes. Je suis désolé, t'as des séquences d'action qui sont drôles et pourtant le cascadeur, moi respect total. Parce que c'est bien fait. Prince of Persia, le scénario est complètement pété et ok, t'as quelque chose dans le film qui est complètement factice, mais je suis désolé, t'as des cascades qui sont pas dégueulasses. Le mec, quand tu lui demandes, je suis désolé, c'est quand même un gars, on lui a quand même demandé de s'entraîner un minimum au parcours, on lui a quand même demandé de s'entraîner un minimum à ça parce qu'il y a des séquences dedans. Ok, Je connais des mecs au Puy du Fou, ils font mieux. Oh là Ok. là, va. D'accord, bah va chercher ton mec du Puy du Fou. Vas-y, attends, le mec qui va me chercher Adam Driver, mais attends, mais Quelle violence. n'importe quoi. là. Et il est au Puy du Fou, Adam Driver, c'est ça. C'est là-bas que t'allais le chercher. On parle Ah du non. futuroscope dans je pense qu'il faut en même temps on en parle du finir, Puy du Fou, on va faire tous les. Écoute, Oui, je pense qu'il t'as a un raison mec- Brahim, on tu va as- arrêter sur ce Tu débat. as un mec, t'as un mec qui se bat au sabre. Tu me donnes un mec qui se bat au sabre laser, je te donne un mec qui a fait un minimum de parcours. Pour moi, les deux sont des acteurs qui sont en dehors de leur juridiction. On est d'accord, c'est pas des acteurs de films d'action, mais il y en a un qui a fait du parcours et le deuxième, il a juste fait du sabre. Et Neo, il se bat quasiment jamais avec un sabre, il fait du kung-fu. Alors va te faire foutre. Ouais, mais attends, mais par contre, sauf que Neo, il monte pas sur des murets et sur des toits d'immeubles, en fait, il se bat. Quoi Attends, quoi Qu'est-ce que t'as dit là Si, Neo, il non, monte pas sur des non, murs. Non, il monte pas sur des murets. J'ai pas dit des murets et il monte pas sur des toits, il se bat en fait. Attends, mais quand ils s'enfuient, ils font du parcours. Pas tous en même temps, s'il Dans vous plaît. Reloaded, Neo se bat avec toutes les armes blanches possibles. Hein. Vous savez, Ouais, bien sûr, de ouais. la phase de. Oui. Hugo lève la main comme que- s'il était arbitre. Non mais clairement ils viennent de le dire eux-mêmes, ils ont présenté des acteurs qui ne sont pas des acteurs de films d'action. Or Matrix c'est quand même un film d'action et du coup le seul acteur qui est vraiment en film d'action c'est Tom Cruise. Voilà, je veux dire, l'expérience, moi je suis producteur, je vois l'affiche, je me dis bon bah voilà, Non, les lunettes noires, le blouson noir, le cuir, c'est Je Tom pense Cruise. que de toute façon on va pouvoir arrêter ce débat là et du coup cette émission là. Y a pas de point. Le point, c'est Alors quoi attends. Moi, je suis pas venu pour se dire des bisous et dire au revoir. Attends, le point va à celui qui, à un moment donné, a réussi à. Pardon, je suis perturbé parce que Hugo regarde un match en même temps. C'est très mal poli ce que tu fais, Hugo. Ouais, Et je tiens je tiens à rappeler en plus que Robin il m'a insulté et ça fait pas partie du débat normalement. Ouais, il m'a insulté. Tu m'as insulté juste avant. Doucement. Je t'ai pas insulté. Oh, et oh, Si. et oh, le vieux couple. Après. Maximin. Oui. Parce que tu as réussi à emporter à un moment donné dans le débat avec toi Robin, parce que Robin a été avec toi à un moment donné. En plus, Mais t'avais oui, mais perdu à ce Désolé moment-là. Brahim, Il parce a que ton trahi. idée était très bonne aussi en fait. Pour moi ça jouait plus entre Brahim et Maximin qu'entre Robin et Maximin. Donc c'est Maximin qui a le point aujourd'hui Bravo. et qui Bravo. gagne du coup l'émission. Bah non, il gagne pas l'émission parce qu'il a 2 points. Et je gagne. Mais si, je gagne, j'ai 2 points. Non, t'as 2 points. Ah, mais il a 2 points aussi. Oh là là. Et ouais, vas-y, balance-moi ton sub. Attends, alors, tu sais quoi, Robin? Moi je dis Shifumi. Moi, je veux bien partager, mais j'aurai toujours 2 victoires de plus que toi d'émission. donc, Oh là 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 là. 2 victoires de plus. Est-ce que J'ai perdu mon truc. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez faire rapidement une dernière question où on se dit qu'il y a égalité? Non, il y a égalité. Ah oui, alors attends, Maximin Tu vient dis de ça me... parce Oui, qu'il y c'est a pas le grave. Non, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, parce que tu sais très bien ce que c'est la dernière question. Ah, La dernière question, personne. la dernière question. J'avais une question sur le film. Non, mais on finit là-dessus. Ça aurait été un débat, enfin, ça aurait été un combat chevronné. Un combat Et- chevronné. Et du coup, ça rentrera à la légende. Voilà, c'est plus drôle comme ça. Et donc j'ai envie de dire que Robin et Maximin ont gagné ce 3e épisode de Bravo. Décimascope. Allez. Vous savez pas, mais là, on est en train de se serrer la main. Ce n'est pas du tout radiophonique, mais il se serre la main, effectivement. Bravo à vous deux. Bravo à tous d'avoir débattu pendant quasiment 1h30. J'ai envie de remercier Hugo Lisoire qui nous a complètement quittés. Non, c'est bon. Donc Hugo Lisoire qu'on retrouve sur sa chaîne YouTube Hugo Lisoire où tu parles d'espace, etc. Tout à fait. Où tu parles de tout sauf de Terre plate. Merci Hugo d'avoir participé à ce 3e épisode de Cinémascope. Merci à toi Benjamin de m'avoir invité dans cette 3e émission de Cinémascope. Merci. Merci à Brahim d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Oh, il est chaud, Brahim. Il est pas content, il a perdu son poids, il est pas Ah non, tu rigoles. Non, Merci, toujours un plaisir. merci beaucoup à toi d'être venu à nouveau dans cette émission. Merci à Robin d'avoir fait preuve de beaucoup de fair play pendant cette émission. Ah, il s'est fait trahir en et de plus. pas être emporté trop Non, pendant mais cette je vais émission. très bien. Je te remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Maximin. Eh bah, écoute. Donc, Brahim, toi... Attends.
Parce que C'est ça, quoi. je viens de me rendre compte d'un truc. Brahim, rapidement, peut-être une petite actualité par rapport à il y a 2 semaines. Une actualité, mais je pense que ça sera mis en ligne d'ici à ce que tu montes ça. Cet épisode sort le vendredi 25. Oui, c'est ça. Et ben oui, ça sera mis en ligne. Je lance un crowdfunding pour un projet de documentaire sur les danses traditionnelles. On part, c'est acté, on part en février en Guyane pour filmer les danses traditionnelles. On part avec 3 danseurs pour qu'ils rencontrent des danseurs traditionnels sur place, filmer les rencontres et en faire un documentaire. Et bien d'ici là, si le crowdfunding est lancé, il sera en description de ce podcast. Voilà. Oui, pardon Maximin, du coup, c'est parce que j'avais oublié l'actualité de Brahim. Donc Robin, Maximin, puisque je peux peut-être vous incorporer dans un tout d'actualité, peut-être. Eh ben écoute. Voilà. Non, je sais pas. Moi, l'actualité, c'est que là, vous pouvez regarder dès à présent le premier épisode de Cliffhanger saison 2, qui est sorti du coup mercredi, et le prochain épisode sort dimanche. Donc voilà. Dans 2 jours, du coup, pour les gens qui écoutent ce podcast, le moment où il sort, ça n'a pas de sens les dates dans les trucs qui sortent sur Internet, mais c'est pas grave. Oui. Donc du coup, merci Maximin, toi Robin. Donc du coup, pas encore d'actualité, c'est ce que tu m'as dit. On va pas pousser les actualités quand il y en a pas. Voilà. Non. Trop de secrets. On peut te retrouver déjà dans Cinémascope, c'est déjà bien. On peut te retrouver dans Cinémascope et bien entendu c'est un podcast Curie Club, donc vous allez suivre notre chaîne Curie Club sur YouTube. Alors tu veux me mettre une tarte ou tu lèves la main? Non, je veux te dire, et toi du coup Benjamin, tu as une actualité, tu as quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est marrant c'est que j'avais lu un truc comme quoi c'était un peu poussé le fait de demander les actualités à tout le monde. J'avais lu un commentaire comme ça. C'est pas grave, c'est notre podcast. Une actualité, le podcast Cinémascope que vous pouvez retrouver sur l'intégralité des plateformes, que ce soit Apple Music, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre 5 étoiles, c'est bon pour le référencement. C'est chiant de le dire, mais c'est toujours important. Et on va essayer de répondre aussi aux commentaires, que ce soit YouTube. Ouais, si vous avez même si vous avez des fois des questions sur l'actualité, nous suggérer des questions qu'on pourrait poser dans le podcast, n'hésitez pas, nous ça nous fait toujours plaisir. Donc mon actualité c'est le Cinémascope. Il y a sûrement d'autres choses qui vont arriver au sein du Curie Club, ça me fait plaisir. Je suis en train aussi préparé un gros projet parce que moi ce qui me fait plus kiffer c'est la musique, donc un projet autour de la musique. Donc on verra ça en temps voulu, j'en parlerai en temps voulu. En tout cas, vous, là, les auditeurs qui nous écoutez, merci d'avoir suivi ce 3e épisode de Cinémascope. Le 4e épisode sera disponible le 8 novembre prochain. Et d'ici là, bisous à tous, ciao. Ciao. Salut.